on a reçu une convocation au tribunal de Hong Kong parce qu'on n'a pas rendu notre comptabilité sur les 2 dernières années. Et en fait, notre boîte d'accounting a oublié d'envoyer nos returns. On va envoyer un avocat à notre place. C'est pas moi qui vais aller directement. Un avocat a payé de manière échelonnée. La moitié aujourd'hui, la moitié quand tu es à la quand tu te pointes. 500 grammes de riz, 2 bananes coupées dessus et une boîte de lait de coco. Et c'était ce que je mangeais tous les jours, je bouffais ça. Est-ce que tu penses que tu kiffais à l'époque? Ah, je kiffais. Je pense que je t'en ai jamais parlé, mais en prépa, je portais des cravates, des chemises et des cravates. Est-ce que t'as une photo? Est-ce qu'on peut mettre une photo dans l'incrustation? Je suis sûr que j'ai des photos. C'est pas forcément plus dur de gagner 20 000 euros par mois que 2 000 euros par mois en fait. Tu vas pas travailler 10 fois plus dur. Et quand tu commences à gagner 200 000 euros par mois, c'est pas 100 fois plus dur que de gagner 2 000 en fait. Une grande partie de ce qui va faire combien tu peux gagner et quel est ton plafond, c'est le... Paul, on s'est rencontrés quand on avait 22, 24 ans à peu près, par podcast. Je pense que la première fois qu'on s'est vu en personne, c'était 3-4 ans plus tard, après avoir fait un podcast pendant des années. À l'époque, on gagnait chacun, on va être généreux, on va dire quelques milliers d'euros par mois, peut-être 1,5 on va dire. Et aujourd'hui, on a tous les deux plus de 30 ans. Et avant 30 ans, on est tous les deux devenus millionnaires, devenus papas, et surtout, on est devenus podcasteurs à succès. 2000 abonnés sur YouTube. Avec 2000 abonnés. Effectivement, on peut dire podcasteur à succès. Ouais. Et peut-être que tu veux redire tes succès en deadlift et tout, que tu veux mentionner à chaque épisode. J'ai déjà mentionné 3 fois, 4 fois, ça suffit. Tu vois. Ça suffit de la modestie. Voilà. En préparant cet épisode, tu disais que tu t'étais rendu compte que ta vingtaine était incroyablement réussie. Ce qui en fait, tu vois... Humble, toi, très humble. On est dans l'humilité. Dans ce podcast, c'est l'humilité. Ouais, c'est l'humilité. C'est pas ultra arrogant à dire, en fait. Mais c'est vrai que la raison, c'est qu'en fait, tu n'y penses pas, quoi. Pour toi, c'est juste ta vie. Et après, tu réfléchis, tu dis, ah ouais, quand même, ce truc-là, il s'est passé quand j'avais 25 ans. Tu dis, bah, et je me dis même pas, même sans me comparer aux autres, si tu m'as dit à 20 ans, j'aurais cette vie-là maintenant à 30 ans, 31 ans, c'était au-delà de toutes mes espérances, tu vois, quasiment tous les niveaux. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça a été aussi qu'on est du coup très légitime pour donner des conseils et dire aux gens comment vivre leur vie. Ouais, tout à fait. Donc, voilà, on va directement attaquer dans les meilleures décisions. Ne pas avoir compté tes heures au début. Bah, c'est un truc que je me suis rendu compte a posteriori, surtout en parlant avec beaucoup de gens qui débutent. C'est que, et je me suis amusé juste avant le podcast à calculer mon taux horaire en 2012, 2013, 2014, 2015. Donc en gros, combien j'ai gagné à ces années-là, en divisant après le nombre d'heures de travail, en sachant que 2012-2013, je pense que je travaillais plutôt à mi-temps, parce que j'étais encore dans mes études. Et donc mon taux horaire en 2012, c'était 80 centimes de l'heure. Ce qui n'est pas folichon. Et tu faisais quoi du coup à cette époque-là? Tu faisais du freelancing sur un site de jeux vidéo? Je vendais sur du eBay, c'est là que j'ai commencé mon site vidéo. Je crois que site porno, ça a commencé aussi à ce moment-là. On m'a fait un peu de freelance en traduction. Mais donc l'un dans l'autre, je ne sais plus exactement le chiffre exact, mais en rapportant, en gros en travaillant 4-5 heures par jour, tu rapportes ça revenait à 80 centimes de l'heure. Mais à la limite, sur ton business que tu ne gagnes pas beaucoup au départ, c'est normal. Tu te faisais quand même pas mal arnaquer en freelance. Je ne sais pas l'arrêter, mais je le ressentais beaucoup moins comme ça. Parce qu'en fait, c'est la première fois que tu gagnes de l'argent. Tu n'as aucune sens de proportion. Moi, j'avais pas de prétention, toi, là-dessus. Et j'ai déjà fait de gagner de l'argent sur Internet. C'était déjà un gros succès, toi. Ça a explosé en 2013, 1,30 € de l'heure. Donc, on voit qu'il y a une bonne croissance. 60% de croissance. 60%, c'est pas mal. C'est ça, c'est pas mal. Alors, en 2014, je me dis, bah, c'est là qu'on va parler de trucs sérieux. Mais en fait, non, c'est toujours de la merde. Je suis à 1,5 € de l'heure. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je travaillais full-time. C'est le moment où j'ai commencé à travailler 10 heures par jour. Donc, j'étais vraiment à fond. Donc, j'étais à des mois... j'ai commencé l'année, je crois, 300-400 €. J'ai fini l'année à 600-700 €, tu vois. Mais moi, par contre, c'est marrant... Et là, tu étais sur le début de Amazon? Non, c'est arrivé en 2015, début d'Amazon. Mais déjà, à 600 € par mois, je suis allé voir un peu dans mes vieux journaux. J'ai l'impression que c'est bon, j'ai explosé tout, toi. Il y a un truc qui est marrant par rapport à ça, où en fait, j'avais pas l'impression j'ai l'impression que ça montait très vite, quoi. Alors qu'en réalité, c'était pas trop le cas. Et la vraie année de l'explosion, c'était en 2015, où je passais à 13 € de l'heure. Donc j'ai dépassé le SMIC. Et donc là, c'était l'avènement, quoi. Là, je suis devenu riche. Et ton takeaway là-dessus, c'est que c'était une bonne chose de passer 3 ans à gagner moins d'1,50 € de l'heure parce que ça t'a appris quoi, la persévérance, ça t'a appris des compétences? Pas tant que ça. Après, j'aurais pu sans doute aller plus vite, toi, j'aurais pu mieux faire les trucs. Mais je pense que quand tu commences, le principal, c'est le temps, tu vois. Donc il y a un moment, il faut tenter plein de trucs, il faut apprendre. Et si j'avais vraiment chaque projet, si j'avais mesuré justement en taux horaire, je pense que j'aurais pas continué, toi. J'aurais été en mode, mais attends, je gagne 50 centimes de l'heure, c'est de la merde, ça vaut pas le coup. Après, il y a l'ego qui s'en mêle et ainsi de suite. Alors que là, j'essayais juste des trucs, je faisais des trucs. Et au final, il y en a un qui a fini par fonctionner.
Et c'était une bonne décision au final. J'avais eu une fois une personne qui était venue me voir avec une idée de business et qui me disait bon bah je sais pas trop si cette idée de business va marcher, ça vaut le coup, etc. Et ça moi, en fait la seule chose que tu as à perdre c'est ton temps, mais la question c'est que ce que tu vas faire d'autre avec ton temps. C'est quoi l'alternative? Si tu décides entre 2 idées de business et tu veux savoir si celle-là elle vaut le coup par rapport à celle-là, ok on peut discuter. Mais si ton truc c'est je sais pas trop si ça vaut le coup de faire un business, ça pourrait échouer, et que l'alternative c'est qu'à la place tu vas regarder 2 heures de plus de Netflix par jour, il n'y a pas trop, tu vois, t'as rien à perdre en fait à mettre ton temps là-dedans. Et c'est juste à partir du moment où tu réfléchis en coût d'opportunité en disant ok je pourrais faire X mais en fait je devrais faire Y, que là tu commences à devoir discuter de la valeur de ton temps. Mais sinon, et je pense, la chance si ton temps il va valoir 0, 80 centimes c'est mieux que 0 quoi. Et le fait qu'on n'ait jamais eu de vrai travail, ça aide par rapport à ça aussi. Parce que si tu as gagné ne serait-ce que 2000 euros par mois dans un travail normal, tu te dis aussi c'est ça maintenant qu'il faut que j'atteigne 2000 euros par mois. Alors que là tu commences. Et je pense que c'est idéal en fait de commencer étudiant où en fait tu n'as pas vraiment de. Et au fur et à mesure, ensuite, c'est une autre partie, c'est s'expatrier, où le fait de gagner 500-600 euros par mois, c'est encore acceptable. Mais ouais, je pense que du coup, ça a été une bonne décision de juste persévérer comme ça et de pas trop réfléchir de ce point de vue-là en termes de temps. La première leçon que j'aurais pour les gens de 20 ans, c'est de suivre sa curiosité. Et ça arrive sur quelque chose que j'ai plus tard, qui est de créer un avantage. Mais la curiosité, c'est une leçon que j'ai appris quand j'étais très jeune. J'étais en école de commerce, je devais faire un stage. Et je m'étais pris un peu au dernier moment pour chercher mon stage. Donc, je suis tombé chez les employeurs qui eux aussi cherchaient au dernier moment. Et j'avais décroché 2 offres de stage, genre 1 semaine avant que ça démarre ou 2 semaines. Tu vois. Le premier, c'était d'aller chez une énorme boîte qui s'appelle Capgemini, d'essayer de faire un espèce de projet de RH qui pour eux, même pas leur truc central. Tu vois, je travaillais dans le département RH et je devais classifier en machin. Et le deuxième, c'était de bosser dans une boîte qui faisait des émissions de télé, notamment des émissions de télé-réalité pour les grosses chaînes. En débol, non? Pardon? En débol? Non, ça s'appelle Elephant TV. Ok. Donc en fait, c'était un peu Endemol, c'est la boîte dominante. C'est ça. C'était un peu le concurrent qui essayait de percer dans le marché. Okay. Et en fait, ça avait été créé par un gars qui s'appelle Emmanuel Chien, notamment, qui est le gars qui présentait Capital, en fait, qui avait créé Capital. Donc ils avaient quelques énormes vaches à lait dans un peu les news. Donc ils avaient Capital et ils avaient une grosse émission de télé le dimanche soir sur TF1 qui s'appelle 7 à 8, qui s'appelait 7 à 8, avec Harry Roselmack. Ils avaient ces grosses vaches à lait d'émissions qui tournaient, qui étaient des émissions très populaires, et ils voulaient percer dans le domaine de la télé-réalité. En fait, moi, je travaillais dans le département télé-réalité où il y avait 2 personnes plus un stagiaire. Stagiaire, c'était moi. Et donc, du coup, c'était tout petit. C'était payé 2 ou 3 fois moins. C'était payé le minimum que tu peux payer à un stagiaire. C'est-à-dire, je crois, genre 400 euros par mois. Alors que... au taux horaire, si on devait calculer rapidement, c'est 2-3 euros de l'heure, je pense. Tu travailles 40 heures par semaine, 60 heures. Ouais, tu peux travailler 35 heures par semaine. Ouais, ok, 140 heures, 400 euros, 2-3 euros quoi. C'est ça. Donc j'étais quand même mieux que toi. Donc t'as commencé par le haut. mais le truc Capgemini, moi j'étais en école de commerce, tu vois, Capgemini, ils te payaient 1200, 1400 euros par mois. Et je dis voir mon père, je fais ouais, ok, bon, il y a ce truc, Capgemini, je comprends même pas ce que c'est du RH, c'est chiant, mais bon, c'est Capgemini, c'est une grosse boîte, l'autre c'est un truc pas trop connu. Tu mets sur ton CV, ça sera reconnu directement. Et puis ça paye plus, tu vois. Mon père fait bon, déjà, mec, 400, 1400, ça fait aucune diff, tu vois. Déjà, tu vas pas prendre des décisions sur ton stage en fonction de qui te paye le plus, ce qui est totalement correct, tu vois. Parce que il y a beaucoup de parents qui n'auraient pas réfléchi comme ça. Toi, c'est intéressant que ton père ait eu ce conseil à ce moment-là. Mon père a eu ce conseil. Mon père a aussi vécu ça un peu dans sa vie. Il a fait, ok, lequel t'intéresse plus, fais ce qui t'intéresse le plus, c'est un stage, découvre un truc, etc. Donc du coup, j'étais sur la boîte de télé-réalité. Évidemment, plus tard, j'ai pas fait de la télé-réalité, mais j'ai quand même créé du contenu, tu vois. Et donc, ce que j'ai été apprendre chez eux, c'est à quel point ils réfléchissent en termes de format, en fait. Une télé-réalité, c'est pas un épisode. En fait, ce que eux ils vendent, c'est un format, c'est un concept. Et ils sont en mode, comment est-ce qu'on trouve ce concept, comment est-ce qu'on le rend unique, comment est-ce qu'on va aller le pitcher. Et tout leur travail, c'est toute la journée d'aller pitcher à toutes les chaînes de télé, TF1, M6, à l'époque les chaînes de la TNT, etc. Pour te dire, ok, voilà ce format, pourquoi c'est bien, voilà pourquoi c'est unique. Et je devais par exemple écrire un épisode type avec les candidats, je devais inventer les candidats, etc. En fait, je devais vraiment me dire, ok, comment est-ce que j'essaie de le rendre concret et comment est-ce que je crée un format qui va être vendable pour une télé. Et idéalement, un format vraiment gagnant, c'est genre, le format Koh-Lanta, ça vient du format Survivor, qui est à l'origine une émission danoise qui a été repris par les Américains, qui a été repris par les Français. En fait, il y a un gars qui a un jour inventé un concept d'émission qui s'est vendu dans quasiment tous les pays du monde. Un autre concept connu, c'est Qui veut gagner des millions. C'est pour ça que quand il y a Slumdog Millionnaire, c'est le même putain de plateau, la même musique et tout. Enfin, il manque juste, comment il s'appelle, le présentateur français Jean-Pierre, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il manque juste Jean-Pierre. Mais sinon, tout est pareil parce que c'est un format qui a été fait et qui a été copié-collé dans tous les pays. Et en fait, c'est ça vraiment que tu cherches. Moi, tu ne réfléchis pas en termes de un épisode, un truc, tu réfléchis en termes d'un format qui est réplicable et ça, c'est super utile en termes de contenu. Et par ailleurs, tout leur travail, c'était vraiment en fait, tu préparais
des espèces de présentations sur le format. Et tu dis, OK, c'est quoi notre accroche? Comment est-ce qu'on leur vend un truc? Comment est-ce qu'on leur fait visualiser? Et c'est moi qui préparais en fait ces présentations. Alors, eux, ils avaient le savoir-faire, tu vois, mais moi, je faisais beaucoup de ces petits éléments. Et eux, après, ils allaient les pitcher et essayer de les vendre à des chaînes. Et tu les voyais, en fait, ils se prenaient pas mal de refus, quoi. Ils allaient constamment pitcher aux chaînes. Et en fait, les chaînes ont une espèce de roster de boîtes de production. Et eux, ils avaient une entrée parce qu'ils avaient ces grosses émissions. Et vas-y, va me raconter, vas-y, danse, petit singe, va me raconter ce que tu as aujourd'hui et je vais voir si ça m'intéresse, tu vois. Et tu es totalement en demande par rapport à la chaîne. Donc, ça m'a pris d'une part, tu vois, le concept de format et de vente. Et d'autre part, à quel point c'est dur quand tu as un espèce de travail créatif, mais tu es entièrement dépendant d'une personne qui a de l'argent, qui va dire oui ou non. Et c'est un bottleneck. Si ton émission de télé TF1 en veut pas, tu peux aller voir M6 et si M6 a dit non, bah c'est fini, quoi. Et souvent, tu développes un format et tu sais qu'il y a une personne qui peut dire oui ou non et c'est tout. Parce qu'il y a plein de formats qui fonctionneraient pour une chaîne mais pas pour une autre. Par exemple, en termes de budget, tu vois, c'est un truc qui coûte cher, bah, il faut aller chez TF1 et si la personne télé-réalité chez TF1 t'a dit non, bah, c'est fini, tu le mets à la poubelle et tu développes un autre truc. Et ils vont beaucoup voir dans les autres pays ce qui se fait pour essayer de récupérer des formats et les racheter. Donc, première chose que ça m'a donné, ça m'a appris des choses et je pense que ça m'a ouvert plus l'esprit que si j'étais rentré en me disant vas-y, il faut que je construise mon CV chez Capgemini, tu vois, je suis parti sur une autre voie. Et aussi, c'était pendant ce stage que j'ai développé mon premier business en fait. Parce que je suis rentré en stage en juillet, en août, j'étais tout seul. Dans tout le bureau, j'étais tout seul. À mon étage, il n'y avait personne d'autre. Je crois qu'il y avait 2 personnes dans le bureau et j'étais une des 2 personnes. Donc je trouve que ça a arrêté totalement. Il m'avait donné un peu de trucs à faire. Honnêtement, un stagiaire qui est là depuis 1 mois, tu peux lui donner 1 mois de boulot en avance. Donc au bout d'1 semaine, j'avais fini ce que j'avais à faire. Et du coup, je me suis mis à écrire un e-book de séduction. Okay. Et après, je me suis inscrit sur AdWords, pour avoir les 50 € de crédit gratuit. Et j'ai dépensé 50 € de crédit gratuit sur AdSense pour vendre un e-book à 7 €. Et j'en ai vendu genre 3-4. Tu vois. Voilà. Ce qui fait que j'étais pas rentable sur mes 50 €, mais j'avais gagné le premier euro symbolique. Tu vois, ce qui est énorme, c'est life-changing. Et donc, j'ai eu le temps de le faire. Et puis après, j'avais toujours le temps, tu vois, j'avais toujours le temps le soir, le matin, etc., de bosser. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à écrire des articles, essayer de prendre des contacts, etc., dans ce domaine-là. Donc, voilà, suivre la curiosité et en fait, se dire, si j'avais été chez Capgemini, potentiellement, j'aurais gagné un peu plus d'argent, j'aurais eu un meilleur CV. Mais en fait, ça ne m'intéressait pas trop. Et du coup, je creuse un truc qui finalement ne m'intéresse pas et sur lequel je ne vais pas avoir un avantage naturel. Tu vois. Et je pense que même si je m'étais dit, OK, j'ai vraiment envie de faire ma carrière dans la télé, ça m'aurait intéressé. Tu vois. J'ai cet esprit de me dire, j'ai envie de réfléchir au contenu, aux angles, etc. Donc ça, c'était le bon conseil. Parlons de trucs de conseils sur le management et le recrutement. Tu as noté la différence entre savoir émotionnellement versus intellectuellement. Je pense en décision de management et recrutement, tu as souvent une situation où, en fait, intellectuellement, tu sais ce qu'il faudrait faire. Ouais. Mais émotionnellement, tu repousses le truc. Et donc, ça m'a causé beaucoup de tort, ça, de ne pas prendre des bonnes décisions. Typiquement, virer les gens, non ? Typiquement, virer les gens. Vraiment, tu as trouvé des excuses. Tu sais au fond de toi que ça va pas, et ainsi de suite, mais tu préfères ignorer le sujet. Et je pense là-dessus, l'exercice pratique, c'est toujours, t'imagines qu'un ami t'explique cette situation et qu'est-ce que tu ferais. Autour de ça, aussi, le fait de simplement, et en fait, c'est plus dur qu'on pense, simplement expliquer à une personne c'est quoi les attentes et dire c'est quoi, il se passe quoi si les attentes ne sont pas remplies, quoi. Bizarrement, c'est bizarre, toi, tu préfères envoyer des signaux un peu, toi, en espérant que la personne comprenne. Et parfois, c'est un petit peu difficile parce que tu dis, OK, les attentes, c'est ça, la personne ne les atteint pas, et tu es un peu en mode, OK, il n'y a que 2 choix, soit je vire la personne et c'est fini, soit on va accepter une excuse, on va accommoder le truc, etc. Et en fait, tu dis, du coup, je suis revenu en arrière sur ce que j'ai dit. Tu vois. Et moi, j'ai souvent eu des difficultés avec ça en me disant, on met des attentes claires, on y était un peu, mais pas totalement. Qu'est-ce que je fais, tu vois. Et j'ai l'impression de me mettre moi-même mis face au pied du mur, et finalement, je n'arrive pas trop à m'en sortir. Dans ce cas, faut choisir. Si vraiment tu es prêt à accepter que les attentes sont moindres, il faut les expliciter pour la personne, dire, OK, maintenant, on fait ça. Mais il ne faut pas créer une sorte de ressentiment un peu latent. Ouais. Toi, tu attends plus de la personne et en fait, et au final, ça finit par craquer. Et un autre truc aussi, moi, où j'ai perdu énormément de temps, c'est tout ce qui est un peu des questions de culture. Toi. On me dit, faut travailler sur la culture de la boîte, il faut mettre des principes, il faut mettre des systèmes de performance review. Ouais. Voilà, comment tu crées la culture. Et aussi, je pense que et il y a aussi une tendance que j'ai beaucoup, c'est lire un livre, business, ou management, ou peu importe, et me dire, en fait, si c'est bon, eux, ils ont la réponse, toi. Et après, tout chambouler pour mettre ce qui est en place dans ce livre. Et c'est bon, c'est les 3 raisons pour lesquelles jusqu'ici, ça ne fonctionnait pas. Et ça, je l'ai fait beaucoup de fois. Et sur la question de la culture, j'ai l'impression que la culture, en fait, c'est juste les actions et les habitudes que les gens ont pris au quotidien. Totalement. Qui sont souvent en regardant ce que toi, tu fais, en fait. Exactement. Et beaucoup des mauvaises habitudes de l'entreprise sont les mauvaises habitudes que toi, tu as. Et du coup, c'est pour ça que ça te fait chier, parce que tu dis, OK, c'est une manière de changer un peu, mais en fait, ce que tu n'arrives pas, toi, à changer, tu as envie de le changer pour tout le monde. Je suis totalement d'accord. Et du coup, nous, on a un exemple, c'est le retard.
beaucoup de fois, les gens qui ont rejoint la boîte m'ont dit qu'un truc qui était surpris, c'est que les gens n'étaient jamais en retard au call, toi. Vraiment, ça arrive quasiment jamais. Et c'est pas comme si j'ai explicité, il fallait pas être en retard, toi. C'est juste qu'en fait, personne n'est jamais en retard. Et dès que quelqu'un est un peu en retard, même de 3 minutes, il va dire je vais être en retard de 3 minutes, toi. Et les gens, ils voient ça, ils mimiquent, et après, ça se crée comme ça. Et les rares fois où ça se fait pas, c'est. Parce que toi, t'es jamais en retard. Parce que moi, je suis quasiment jamais en retard, ou quand je suis en retard, je le préviens. Et donc, ça se met en place comme ça, toi. C'est tout. C'est bête, c'est méchant, mais c'est comme ça. Et donc, tous les trucs où tu as l'impression qu'il faut écrire des lignes et des lignes sur le sujet, est-ce qu'en fait, c'est parce que juste, c'est pas un truc qui existe dans la réalité actuellement? Et donc, tu pourras dire que c'est un principe d'être resourceful ou peu importe. Tant que tu mets pas en place, que les gens voient pas que c'est la norme dans la boîte, tu t'en sortiras pas, quoi. Là, du coup, il y a une leçon concrète, c'est qu'en fait, quand tu veux changer un élément dans la culture de la boîte, c'est exactement comme changer une habitude pour toi. C'est-à-dire tu veux le prendre une par une et mettre pas mal d'insistance là-dessus. Et c'est ça, bourriner. Un sujet dont on avait parlé dans un épisode au début, quand on avait relancé le Trilliard, c'était le check-in quotidien. C'est un truc que nous, on fait tout le temps. Donc, on a commencé, il me semble qu'on a parlé environ il y a 6 mois, j'ai commencé ce truc-là. Et en gros, il y a 6 mois, j'avais l'impression qu'il y avait un problème d'accountability et un problème de transparence sur, en gros, tu donnes une tâche aux gens, ils partent faire le truc, tu sais pas trop si ça avance ou pas, à un moment donné, ils reviennent. Ah, ça a pris trop de temps, etc. On avait du mal à avoir cette transparence et on avait aussi du mal à savoir sur. Oui, disent, mais j'étais en train de travailler sur ce truc pour cette autre personne et en fait, tu sais pas trop ce qui se passe. Tu sais pas trop ce qui se passe et aussi simplement, tu sais, c'est pas une question de j'ai l'impression qu'ils travaillent pas assez, c'est une impression en fait, je sais pas, tu vois. Ce truc, ce montage, ce script, on en est à combien de pourcents, on en est où, ça avance pas, je suis toujours en train de pinguer les gens, celui de les pinguer. Tu vois, si je le ping une semaine après et que le truc il est pas fait, c'est un peu de ma faute parce que j'ai attendu une semaine. Donc je dis, ok, il faut qu'on mette en place. Mais maintenant, il faut que tout le monde dans l'entreprise, chaque jour, poste dans un channel Slack ce qu'il avait prévu de faire hier, ce qu'il a fait hier et ce qu'il va faire aujourd'hui. Et qu'il le fasse chaque jour. Et en fait, tu dis, ouais, c'est quand même un gros changement de fonctionnement vis-à-vis d'après, il y avait des gens où tu n'entendais pas parler d'eux pendant une semaine. Tu vois. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est juste, il y a un seul truc qu'on va faire, on va mettre un truc en place. On va le faire tous les jours. Si les gens ne l'ont pas posté, je suis ah mec, t'as oublié de poster, etc. Moi, j'étais le premier à le faire, le premier à le poster. Et du coup, ça a marché. Mais il y avait d'autres trucs qu'on essayait de faire entre-temps. Genre, faut que chacun, toutes les semaines, mette à jour des KPI, etc. Que moi, il m'intéressait moins et j'étais moins dessus tous les jours. Et finalement, ce truc-là, il n'a jamais pris. Tu vois. Mais le truc sur lequel on a essayé de mettre de l'énergie, on a dit, OK, ça, c'est le nouveau truc, on le fait. Et maintenant, une personne rentre dans l'entreprise, il voit, OK, tous les jours, il faut poster dessus. Il voit que tout le monde le fait. Et c'est normal. Tu vois. En fait, c'est une habitude simple qui prend 5 minutes à faire, mais pour la créer, en fait, c'est exactement comme créer une habitude pour toi. Et donc, au lieu de dire, OK, j'ai lu un nouveau livre, il faut qu'on refonde toute la culture d'entreprise qui ne marchera pas parce que tu changes trop de trucs en même temps, dire, OK, il y a un seul truc que je veux changer, il y a un bon raisonnement pour, et aussi expliquer aux gens pourquoi. L'application pratique était. Moi, le principal crainte que j'avais, c'était est-ce qu'ils vont penser que tout d'un coup, ils deviennent fliqués et que du coup, ça baisse leur qualité leur satisfaction au travail. Tu vois. Et du coup, j'ai essayé de justifier, de dire, OK, le but, c'est de pouvoir voir ce que tout le monde fait, d'avoir une transparence dessus, d'être plus clair sur ce qu'on fait, et au contraire d'avoir moins de ping, de où est-ce qu'on en est, etc. Et d'avoir pas ce truc où ce truc-là, tu as mis 2 semaines à le faire, j'aurais voulu que tu le fasses en 1 semaine. Tu vois. C'était plus à moi de le communiquer et de voir que ça avançait pas assez vite. Et du coup, tout le monde l'a pris comme étant positif, tu vois, à ce niveau-là, et de pouvoir voir ce que les autres font. Moi, j'explique un peu comme simplement, c'est soit tu sais ce que tu vas faire, normalement tu devrais savoir ce que tu vas faire pour la journée. Si tu sais ce que tu vas faire, ça va te prendre 30 secondes. Si tu sais pas, il y a un problème, et dans ce cas, il y a besoin. Et nous, d'ailleurs, en conseil, je me mettrais aussi de commencer ça dès le début, en fait. Là, on l'a remis en place récemment. Et il n'y a pas, il y a pas trop de surprises. Quasiment tout le monde, ça s'est très bien passé. Une personne qui a tendance à oublier une fois sur 2, c'était la même personne qui a tendance à disparaître et on n'entendait pas parler. Et donc, c'est aussi un moyen toi, c'est bête et méchant. Si la personne ne travaille pas 2 jours d'affilée, ça va se voir, quoi. Et l'autre leçon à ce niveau-là, c'est en fait de ne pas se prendre la tête avec des outils compliqués. C'est simple. Au départ, on avait essayé de le faire sur un outil un peu de gestion qui s'appelle Monday. On avait des trucs, etc. Même moi, Monday, je ne l'utilisais pas. Il y avait des trucs avec d'autres automatisations, etc. Je n'utilisais pas, ça me faisait chier. Ce qu'on a, on a un tableur avec le nom de tout le monde et la date, et avec des cases. Et tu coches quand tu as posté. Et après, on a chacun un document, un Google Doc, où chaque jour, tu marques la date, tu marques les cases, et après, tu fais un screenshot, tu le postes dans Slack. En fait. Donc, le seul outil, c'est Google Doc et la spreadsheet. Et après, tu postes littéralement sur Slack. On poste directement sur Slack. Et ça fonctionne très bien comme ça. Moi, je le fais dans un Google Doc. De cette manière, je peux avoir l'historique. C'est plus simple de revoir la progression. Mais effectivement, on poste directement un screenshot. Et tu pourrais le faire directement dans Slack. Et quand on essayait de le faire dans Monday, ça marchait pas parce qu'il y avait trop de complexité, en fait. Et globalement, tous ces outils un peu compliqués de gestion de projet, etc., je les ai abandonnés. Je pense encore une fois, c'est parce que tu veux pas aller dans l'accountability un peu frontale, quoi. Alors qu'encore une fois, quand tu emploies quelqu'un, savoir ce qu'elle fait de sa journée de travail, c'est pas délirant, toi. Et là, le tool, c'est littéralement Jean-Pierre,
Anne-Marie, vous avez oublié de poster le check-in pour aujourd'hui. Et les gens voient en fait que le seul truc que je fais avec le check-in, c'est de regarder que tout le monde le fait. Il n'y a jamais de dire ah ouais là t'as pas avancé assez vite, etc. C'est plus. Ce qui serait potentiellement utile, mais d'accord, en premier temps tu fais juste ça et après tu vois est-ce que tu peux rendre un peu plus utile. Le problème c'est que d'un point de vue micro, tu vois les gens avancent plus ou moins, etc. Ce qui est utile, c'est de dire ok on va regarder ce que tu as fait sur le dernier mois et on va regarder combien de temps les choses prennent et on va pouvoir se calibrer. Notamment si t'as pas performé, toi. Si t'as pas performé, effectivement t'as fait que ça une semaine, ça suffit pas. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant de voir, par exemple, de savoir exactement combien de temps est-ce que ça prend de monter une vidéo, combien de temps est-ce que ça prend d'écrire une vidéo, tu vois, combien de temps X personnes passent sur des appels chaque semaine, etc. Ce genre d'informations, c'est utile de les revoir. Versus sur un jour, les gens peuvent avoir des jours où ils sont plus ou moins productifs, etc. Tu vois, c'est pas très... Et encore une fois, on n'a rien inventé, c'est une forme de daily stand-up, c'est un truc de base normalement dans beaucoup de boîtes, notamment software, donc on n'a rien inventé. Mais là, la leçon, plus que ça, c'est plus l'idée de comment est-ce qu'en fait, tu ajoutes ce truc quand tu as déjà... à ce moment-là, une quinzaine de personnes dans la boîte, tu vois. Mais en fait, tu choisis juste un élément, tu dis on va faire ce truc-là, faites-le avec moi pendant 90 jours, faites-moi confiance. En fait, au bout de 90 jours, les gens ont pris l'habitude, il n'y a pas d'objection particulière et tu continues. Élément suivant, sur le business model. Un truc que je me notais, c'est en fait qu'il faut... je crois que c'est Charlie Munger qui en parlait, peu de temps, je suis parti trop tôt, mais c'est éviter la mort, la ruine et la prison. C'est son focus à lui. Et nous, il y a eu un cas assez récent, il y a 1 an, où on vendait des vélos électriques sur Amazon. Et un jour, on reçoit une notification comme quoi il y a quelqu'un qui s'est gravement blessé ou mort. Okay. Et donc, il fallait qu'il y ait une question d'assurance, je sais pas quoi. Bon, il s'est avéré qu'au final, c'était un scam. Donc, en fait, vraiment, le mec, après, il nous envoie une photo où il dit ouais, je suis dans mon lit d'hôpital, j'avais pour 50 000 € de frais d'hôpital, je suis paralysé. Et en fait, c'était une photo dans son lit. Ça se voyait très bien que c'était un lit à lui. Il avait la couette normale. Okay. C'est une couette avec des bisounours, je sais pas quoi. Là, non, t'es pas dans on voit que c'est un lit normal. Il avait ses posters derrière. Non, en fait, il avait ce genre de truc et je suis et en fait, je pense qu'il s'est rendu compte aussi une fois qu'il a vu qu'on était une boîte à Hong Kong. Ce qui intéressant, c'est plutôt de faire ça aux boîtes US pour les faire cracher potentiellement. Donc, fausse alerte. Mais je me suis dit, bon, vendre un vélo électrique qui va à 40 km/h, potentiellement, ça peut être dangereux, toi. Et on est chez la meilleure usine possible, normalement, les certificats et autres. Mais toi, j'ai pas envie que si les freins marchent pas, quelqu'un se tue ou fasse n'importe quoi avec. Et donc, tu as toute cette section. Il y a plein de produits maintenant où on n'y va pas parce que le risque vaut pas le coup. On a fait un autre truc qui, je pense, sur le marché. C'est comment ça s'appelle, une sorte de toboggan pour escalier. Donc, les gens, ils aiment bien ça, ils mettent des toboggans dans leurs escaliers chez eux. Mais pareil. C'est un truc trop dangereux à assurer en fait, parce que si quelqu'un se fait mal, aux États-Unis ils peuvent te dire. Mais comment tu remontes du coup les escaliers? En fait, du coup, aux États-Unis ils ont des escaliers, donc tu as la partie à gauche escalier, puis après tu mets le toboggan à droite par exemple. Et donc ça a marché. C'est assez cool si tu as des enfants, mais. Et on s'est dit ouais, c'est un truc. Et notamment sur savoir si c'est un produit risqué, en fait tu comptes des assurances et celles qui vont dire. Certains produits comme vélo électrique, elles voulaient même pas assurer toi. Okay. C'est en mode on ne veut pas y toucher. Et après tu vois le premium, si c'est un truc, c'est 20% des ventes. Et là, bon, ça sent un peu la merde, quoi. Au contraire, c'est un produit où ça coûte 0,5%, c'est probablement safe. Et surtout, en fait, ce que tu rencontres sur ce genre de produit, c'est que tu pourrais dire, du coup, c'est une barrière à l'entrée, il y a moins de gens, toi. Non, parce qu'il y a plein de Chinois qui n'ont rien à foutre si les gens meurent avec leur électrique et qui envoient le truc, toi. Donc, en fait, faut pas se dire, ouais, juste parce que c'est dangereux, potentiellement, il y aura moins de monde. Et c'est lié au point d'après, c'est que j'ai souvent surestimé la relation risque-récompense et aussi la question de barrière à l'entrée. Ouais. Un exemple auquel je pense toujours, c'est les compagnies aériennes, où quand tu vois leur profit ou leur valo, c'est vraiment de la merde, toi. Genre Air France, qui a une marque comme incroyable, toi, qui existe depuis 100 ans, qui fait voler des milliers d'avions par jour, qui a, je crois, 100 000 employés, ils valent quelque chose comme 3 milliards, toi. Okay. Alors que t'as plein de boîtes de tech à la con qui vendent du SaaS à moitié pourri qui valent autant, quoi. Ouais. Et en fait, ce qui crée vraiment la différence, c'est pas tant la barrière à l'entrée, c'est est-ce que le marché est sexy ou pas, toi, je pense. Okay. Beaucoup ça. Et donc, le problème des compagnies aériennes, c'est que chaque pays veut sa compagnie aérienne. Toi. Et donc, beaucoup de compagnies aériennes vont être subventionnées comme ça. Ce qui fait que ça crée un peu un marché, une distorsion de marché. Parce que quoi qu'il arrive, chaque pays a sa... Même Malaysia Airlines, qu'ils ont réussi à se crasher 2 fois, la Malaisie, elle a renfloué parce qu'elle ne veut pas que ça se crache. Thai Airways, pareil, ils sont à moitié en faillite. Et Thai Airways en flou parce que c'est un peu la fierté de la Thaïlande d'avoir leur compagnie aérienne internationale. Et donc, à moins que ton but soit de lever de l'argent, dans ce cas, c'est bien des trucs sexy. Autrement, je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices à aller dans des trucs un peu chiants, un peu boring, où tu sais que tu n'auras pas les meilleures boîtes qui seront là-dedans, quoi. Est-ce que c'est contradictoire par rapport au fait de suivre sa curiosité, tu vois? Ou est-ce qu'en fait, il faut que tu développes au contraire une curiosité pour un truc auquel peu de gens auraient pensé? Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu... Tu peux construire soit une curiosité, soit un kiff à justement vendre des produits un peu lambda. Moi, en fait, je me sens que je kiffe bien ça, toi. Vendre des peignes anti-poux.
Tu vas avoir le paiement anti-poux qui est légèrement mieux que tous les autres paiements anti-poux parce qu'il y a 0,1 mm au lieu de 0,15 mm entre chaque truc et que le métal est un peu plus aligné parce qu'ils ont modifié la machine. Moi, je trouve, et que du coup, tu vas pouvoir vendre ça sur les 15 prochaines années. Il n'y a personne qui peut te tester parce que tu es le seul à avoir fait cet effort d'améliorer le produit et gagner 0,2 en rating. Moi, je kiffe ça en fait. Donc, je pense du coup, c'est un avantage concurrentiel pour moi de kiffer ça parce qu'effectivement, il y a très peu qui vont faire l'effort. Est-ce que tu as toujours kiffé ça ou c'est un truc que tu as développé? Je pense que c'est un truc que j'ai développé. En fait, je me rends compte que j'aime bien cet aspect-là en fait. De faire une légère modification et d'aller sur un truc où personne d'autre se prend la tête. Je trouve ça assez cool. Mais je pense aussi que ça peut être en grande partie développé simplement par le succès en fait. Quand le truc il fonctionne, encore une fois, il y a les questions de est-ce que tu suis ta passion ou est-ce que c'est plus quand tu es bon dans quelque chose, tu vas l'aimer, toi. Et donc ça peut se créer comme ça. Et après, c'est un avantage compétitif. C'est là où il faut commencer quelque part, tu vois. C'est là où la curiosité, je pense, c'est intéressant. Parce que même si tu ne vas pas directement là où tu devrais être et où est la bonne opportunité, tu diriges dans une direction et tu découvres si tu peux construire au fil du temps un avantage et un intérêt là-dessus. Totalement. Et tu vois ça beaucoup sur les gens, tu vois, dans la tech qui étaient genre passionnés par l'IA il y a 5 ans quand il se passait pas grand-chose dedans, mais qui étaient juste des bidouilleurs, des machins, et finalement ils se sont trouvés au bon endroit. C'était impossible de prévoir à l'avance, mais ils n'auraient pas non plus pu s'intéresser au truc s'ils n'avaient pas une curiosité naturelle, tu vois, qui pouvait suivre. Je suis d'accord. Tu peux pas dire, ok, ce truc-là, potentiellement, il va exploser dans 10 ans, donc je vais m'intéresser maintenant. C'est un peu les gens qui se positionnaient. Et un autre exemple, c'était, on en parlera, je pense, dans un épisode futur, c'est Palmer Luckey qui s'était vachement intéressé à la réalité virtuelle. Il crée ses propres casques de réalité virtuelle. Et par coïncidence, par chance pour lui, mais les bons composants sont devenus disponibles, qui lui ont permis de créer un truc qui était commercialisable, et c'est devenu Oculus, qui a plus tard été racheté par Facebook pour quelques milliards. Et aussi, quand tu parles des gens passionnés, ce n'est pas des gens normaux, tu vois. Donc lui, il avait un forum à l'époque, on va sur un épisode, mais il a un forum sur les rétro-modes. En gros, c'était un millier de personnes qui kiffaient modifier des vieilles consoles pour les rendre plus petites, tu vois. C'est comme très spécifique, c'est les gens qui sont... justement un truc de curiosité, tu vois. Ces gens de geeks qui savent, qui sont bons en ingénierie, c'est pas pour un aspect social qu'ils font ça, tu vois. C'est pas cool de faire ça. Et donc, il a recruté notamment quelques personnes ensuite pour sa boîte de ce pool-là, parce que c'était des gens vraiment qui étaient intéressés. Et c'est ça qui est fou, même pour un paiement anti-poux, tu peux être sûr qu'il y a une ou deux personnes dans le monde, c'est un truc sur lequel ils ont passé des années à réfléchir, qu'est-ce qui fait un bon paiement anti-poux, tu vois. Un autre truc aussi par rapport au marché, c'est que le marché n'est pas rationnel, et souvent les gens, notamment sur Amazon, que je cherche à marcher, ils cherchent des métriques un peu compliquées, tu vois, des ratios entre les ventes, les reviews. Okay. Ils cherchent des trucs un peu complexes. Et des fois, c'est des raisons beaucoup plus connes, tu vois. Un truc, par exemple, que nous, on a beaucoup fait de l'électronique. Et objectivement, c'est un peu un marché de merde. Parce qu'en fait, les sellers chinois, ils sont très bons là-dedans. Ils sont à fond là-dedans. Les usines d'électronique, elles sont aussi assez bonnes pour vendre directement sur Amazon. Et aussi, vu que c'est des marchés, en fait, t'as des trends. En fait, ça crée beaucoup de dopamine chez tout le monde. Parce qu'il y a un truc qui explose et tout le monde se précipite là-dessus. Ça retombe et après, ils repartent comme ça, tu vois. Alors que t'as des trucs un peu cons, mais les produits de beauté, bah, le mec chinois lambda, il connaît pas beaucoup les produits de beauté pour une audience western notamment, quoi. Mais les produits de beauté, c'est un marché qui est extrêmement sexy pour le coup. Ça dépend de quelle partie. Si la partie effectivement premium, tu vends ton pot de crème à 150 €, tu auras des mecs un peu branding vachement dessus. Mais si c'est pour la partie un peu moins chère, c'est pas si sexy que ça. Tu auras moins de gens dessus. Et qui sexy pour qui, encore une fois? Un mec moyen, ça ne t'intéresse pas plus que ça, le marché de la beauté, tu vois. Encore une fois, je sais pas c'est quoi le nombre, mais le taux de femmes d'origine européenne ou américaine qui sont vendeuses sur Amazon, ça doit être 2-3%, toi. C'est vraiment ridicule. Ouais. Donc tu peux dire c'est un peu de raison à la con, mais en fait ça compte quand même, quoi. Et c'est pareil pour les produits un peu chiants. Peut-être que je ferai un petit breakdown là-dessus, mais je me suis donné un peu comme défi. Tu sais, à l'époque, il y a des trucs que je kiffais, c'était tous les SEO qui se disaient dans 3 mois, je rank numéro 1 sur tel mot-clé, tu vois. Ouais. Et c'était des défis pour montrer de quoi t'étais bon, en quoi t'es bon. Bon, généralement, tu backlinkais comme un gros porc à l'époque, c'était assez facile. C'est pour ça que maintenant, je pense qu'il y a plus ces défis-là parce que c'est beaucoup plus dur à gamer. Moi, je me suis dit, je vais prendre une catégorie vraiment très chiante qui paraît sur papier totalement saturée et je vais essayer d'être numéro 1, tu vois, pour voir si c'est possible. Donc, j'ai sélectionné les bouteilles d'eau, tu vois, les gourdes isothermes. Et on est 2 semaines après, on est passé numéro 1. Marché énorme où tu peux dire c'est saturé, toi, c'est. Mais en fait, finalement, moins que sur d'autres marchés électroniques qui paraissent pourtant, de prime abord, plus faciles à rentrer. Toi. Tu dis, ouais, je peux différencier, je peux travailler le truc. La bouteille d'eau, c'était bête et méchant et ça a fonctionné, quoi. Donc souvent, je pense qu'on se dit, ouais, sur les marchés un peu trop de communauté, il n'y a rien à faire. Je pense que ce n'est pas forcément le cas. Ouais. Et qu'est-ce qui fait du coup l'avantage de ta bouteille d'eau? Qu'est-ce qui fait que demain, une autre personne ne peut pas refaire la même chose et te reprendre le numéro 1? Est-ce que c'est juste que tu as une meilleure exécution sur ces fondamentaux? Il y a d'autres trucs dedans, c'est que c'était quand même un gros investissement. Donc c'est un truc, en gros, on est rentable maintenant, mais ça va prendre 6 mois pour récupérer, je pense, notre investissement. Donc c'est déjà, il faut y mettre la thune. C'est quand même relativement complexe parce qu'il y a
plusieurs tailles, plusieurs couleurs, donc c'est une assez grosse commande. Et aussi parce qu'on a pris une stratégie qui était aux US, qui n'existait pas en Europe, où en fait, et encore une fois, ça pourrait pas être bête et méchant, mais ça fonctionne, c'est aux US, ils le poussent vraiment très loin, où ils vont vendre qu'est-ce que je pourrais dire ? On pourrait dire une bouteille d'eau, on va rester là-dessus. Ils vendent la bouteille d'eau noire à $10 et ils vont vendre toutes les autres bouteilles d'eau de couleur à $15, toi. Et vu qu'il n'y en a qu'un qui apparaît sur Amazon, les gens voient des trucs à $10, la bouteille d'eau, ils cliquent dessus parce que tu es moins cher, tout le monde est... Alors que par exemple, le concurrent, pour rester concret, il a toutes ses bouteilles à $12, toi. Et donc, on va dire qu'il a 20% de marge avec toutes ses bouteilles. Toi, tu as $10, donc tu as break-even, donc tu gagnes pas d'argent sur la bouteille noire. Mais une fois que les gens ont cliqué sur son listing, ils vont acheter les bouteilles d'eau de couleur, où là, tu as des plus grosses marges, toi. Et donc, tu rentres... Et c'est un truc classique, toi. C'est plein de... Même les supermarchés le font souvent, toi. Ils vendent quelques produits à break-even pour attirer les gens. Le Coca-Cola, par exemple, ils le vendent sans aucune marge parce qu'ils savent que ça compte pour les gens. Et après, il y a tous les autres produits, ils font marge en plus. Mais encore une fois, ça renforce un peu l'idée que des fois, c'est pas des trucs très compliqués, toi. C'est des stratégies assez simples qui fonctionnent, que tu peux prendre du coup en retail et l'appliquer en e-commerce aussi, quoi. Donc, la leçon moi, que j'avais plus largement après l'élément de la curiosité, c'était de chercher un avantage. C'est en gros, il y a cette illusion de tu vas découvrir le dropshipping, tu vas faire un... C'est marrant comment on est leçon totalement quasiment opposée, non, au final. En fait, la partiellement, question... Peut-être, ouais, tu as raison. Moi, la question que j'ai, c'est en gros, qu'est-ce qui fait que ton business il va marcher, quoi. Il y a forcément un avantage quelque part. Et le truc, c'est que toi, ton business, il marche parce que tu as l'expérience d'Amazon, tu as le capital, tu as l'équipe, tu as les fournisseurs, etc. Mais le truc, c'est qu'en jour 1, si tu as 20 ans, tu n'as pas ça, en fait. Non. Donc, la question, c'est un jour, il faudra que tu développes cet avantage. Où est-ce que tu vas le faire? Et quel est ton avantage au départ? Et tu as cette possibilité de, OK, tu vas trouver la bonne idée de business et tu vas faire ton... En fait, ça ne marche pas parce que si ton idée elle est vraiment bonne, d'autres personnes vont la trouver, d'autres personnes vont voir que ça fonctionne. Si tu fais de la pub, les gens ils voient tes pubs et ils copient tes produits en dropshipping, etc. En fait. Cette illusion que tu peux trouver le bon truc et ça va marcher. En fait, non, si tu n'as pas un avantage qui est un minimum défendable, les gens vont assez rapidement copier ce que tu fais. Et donc la question c'est qu'est-ce que tu construis comme avantage. Mais quand tu débutes, qu'est-ce que tu peux avoir comme avantage? Je pense qu'il y en a 3 qui sont possibles. La première, c'est d'avoir soit une personnalité, soit des talents naturels. Ça, c'est l'avantage de la plupart des gens qui font le métier que je fais, qui sont formateurs ou créateurs de contenu. La raison pour laquelle une personne demain ne peut pas devenir le formateur numéro 1 de muscu, c'est parce que le formateur numéro 1 de muscu, il a probablement un charisme, il a probablement des talents naturels, à la fois dans la muscu et à la fois dans la création de contenu, il sait faire du marketing, etc. Il y a peu de gens qui peuvent répliquer tous ces talents-là. Pour moi, tu vois, j'ai forcément un truc, ça m'intéresse d'écrire et cet élément-là. Demain, une personne peut voir ma chaîne et peut dire je pourrais faire la même chose, mais il y a peu de gens qui seraient capables de faire la même chose. Juste et même la volonté de se mettre, de se rendre public, rien que ça élimine 97% des gens. Ouais. Donc le deuxième, c'est la connaissance d'un marché. Donc beaucoup de gens essaient de monter un business sur un domaine où ils connaissent rien. C'est un énorme avantage si tu as déjà bossé dans une boîte et tu connais un marché et tu comprends comment ça fonctionne. Tu vois, si tu as déjà été, je sais pas, agent immobilier et que maintenant tu veux créer un logiciel pour les agents immobiliers, un service pour les agents immobiliers pour créer leur listing sur Instagram, etc. Ça aide beaucoup de connaître un marché parce que du coup, les gens qui sont familiers avec le marché des agents immobiliers et qui veulent faire du business en ligne, tu as éliminé 99% de la population. Tu connais le problème, tu as déjà des contacts potentiellement. Ouais. Donc tu as ces deux ensemble. Et là, tu peux créer un énorme avantage. Et c'est pour ça, je pense d'ailleurs qu'il y a une stat comme ça que le plus gros taux de boîte à succès, c'est généralement les personnes de plus de 40 ans. Ouais. Parce que tu n'as pas l'impression de la culture populaire, mais en fait, c'est souvent ça. C'est parce que tu as travaillé pendant 15 ans. Tu as identifié exactement quel problème et après, tu fais ton propre business autour. Ouais. Et ça, tu peux le faire dans plein de domaines, mais ça aide de connaître un truc, en fait, d'avoir une connaissance d'un marché. Le troisième, c'est la volonté de faire des choses que peu de gens ont envie de faire. Et là, ce que tu disais sur la création de contenu, le simple fait de faire des vidéos et de poster de manière régulièrement, il y a peu de gens qui sont prêts à le faire. Le fait peut-être, quand toi, tu as commencé, de poncer Amazon et de comprendre le truc et de faire cet investissement et d'aller en Chine, etc., il y avait peu de gens qui étaient capables de le faire. Si ton business model, c'est un truc qui est facile à faire, que n'importe qui peut faire, il faut te poser la question de pourquoi est-ce que ça marcherait pour toi, en fait. Donc, à un certain point, simplement, la concurrence monte, ça devient saturé, ça devient plus dur et il y a un différenciateur qui se pose. Donc, dans mon cas, par exemple, quand j'ai commencé le business sur la séduction, j'avais pas un avantage qui était énorme, en fait. C'était juste un mec qui était intéressé par le truc, qui voulait en parler. Et au final, je me suis dit, finalement, je fais des articles SEO, mais je me fais un peu détruire en SEO parce qu'il y a plein de gens qui ont 5 ans d'avance sur moi et qui publient 3 articles par jour, qui ont une équipe de rédacteurs et tout. Je me fais un peu défoncer. Mes conseils et tout, ils sont bien, mais n'importe qui d'autre peut te donner les mêmes conseils. Tu vois, le positionnement, c'est un peu essayer d'être naturel et pas de copier trop les techniques. Tu vois, enfin, ouais, ok, maintenant tout le monde te dit tu peux être naturel. Évidemment, personne n'a envie de te dire tu vas être faux, tu vois. Donc, j'avais pas trop un positionnement qui était incroyable. Par contre, j'avais un truc que j'ai commencé à maîtriser, c'était le copywriting, en fait. Et ce que j'ai pu faire, c'était vendre mes produits plus cher que les autres
et juste convertir plus de monde. Et au sommet, tu as gagné combien avec tout ce qui était séduction? Pardon? T'es monté jusqu'à combien avec ce qui était la séduction? Au maximum, je suis monté jusqu'à 50-60 000 euros par an. Par an? Ouais. Ok. Ouais, parce que, en fait, j'avais une toute petite audience. Hein. Je crois que je suis jamais monté au-delà de 5000 personnes sur ma liste email, en fait. Okay. Parce que j'avais peu de trafic. J'avais un podcast, mais mon podcast, il devait faire 1000, 3000 écoutes max, je pense. Tu vois, et j'avais quelques articles qui rankaient en SEO, mais c'était très peu, en fait. Donc, j'avais peu de trafic, j'avais une petite liste. J'arrivais à vendre et mes produits n'étaient pas extrêmement chers. Un produit, tu vois, je peux le vendre jusqu'à 200 euros et tout. Donc, au final, j'arrivais à gagner... tu vois, parfois, si j'avais un bon lancement, je faisais 6-7 000 euros, mais tu vois, le mois suivant, ça s'équilibrait et tout. Donc, c'était pas énorme. Mais il y avait un truc, en fait, sur la partie vente, où je me dis, OK, là, vraiment, j'ai l'impression que quand je parle aux autres personnes dans mon domaine, j'ai un avantage, en fait. Je suis un peu en avance là-dessus. Donc, en vrai, ce que j'ai commencé à faire, c'est j'ai dit aux gens, bon, bah, écoutez, voilà mon produit, vendez-le en affiliation, parce que mon produit, il vend bien, et vendez-le en affiliation. Donc, j'avais plusieurs personnes qui m'envoyaient du trafic en affiliation. Et là-dessus, j'arrivais à faire tourner un petit peu. C'est ça qui me permettait de faire tourner le business. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais le seul truc où j'étais moyen surtout. Il y avait un seul truc sur lequel j'étais bon. Je me suis dit, bon, bah, je vais prendre ce truc sur lequel je suis bon et je vais tout construire dessus, en fait. Et c'est pour ça qu'après, j'ai été construire Marketing Mania. Donc, au départ, sur Marketing Mania, je faisais un peu plus du conseil en marketing pour juste me dire, bon, OK, la partie conseil en marketing que je maîtrise, je vais faire ça. Et puis après, le copywriting s'est transmis comme étant une manière d'acquérir du trafic via la chaîne, en fait. Et comme j'ai utilisé ce que je connaissais en copywriting pour faire des vidéos YouTube avec du clic et avec de la rétention, ce qui est en fait la même compétence, ça s'est transmis en une énorme audience. Et c'est là en fait où j'avais... Parce que sur la séduction, j'ai jamais eu le trafic. Et sur MM, j'avais le trafic plus le copywriting pour après vendre des formations. Et c'est là où ça a vraiment décollé. Mais ça m'a pris du temps de comprendre en fait... Parce que en partant de zéro, ça aurait été difficile pour moi de me dire, OK, le copywriting, ça aurait aussi bien pu être le SEO, tu vois. Je connais des gens qui ont commencé dans la séduction, et en fait, le truc qui a marché pour eux sur la séduction, ils avaient monté un blog avec plein de trafic qu'ils n'arrivaient pas à vendre, mais ils se sont dit, bah du coup, SEO, qu'est-ce que je fais à faire du SEO sur la séduction qui gagne 2 balles, je vais aller faire du SEO sur les assurances ou des marchés avec de l'argent, tu vois. Donc, de cette manière, ils ont pu trouver leur domaine. L'autre élément que j'ai à ce niveau-là, c'est la question de l'ambition. Je pense que j'étais pas assez ambitieux quand j'étais jeune. On en a parlé tout à l'heure où on se disait, ouais, OK, on gagne 600 euros par mois, on est content. Et je pense que c'était cool de pouvoir être content à ce niveau-là. Et je pense qu'on s'est rencontrés, on a l'impression qu'on était au top, tu vois. On pensait qu'on était vraiment les meilleurs. On faisait des podcasts, on était en mode, oh là là, regardez, j'ai trouvé le secret, tu vois. C'est bon. Mais en fait, après, je me suis rendu compte que c'est pas forcément plus dur de gagner, tu vois, c'est pas forcément plus dur de gagner 20 000 euros par mois que 2 000 euros par mois, en fait. Tu vas pas travailler 10 fois plus dur. Et quand tu commences à gagner 200 000 euros par mois, c'est pas 100 fois plus dur que de gagner 2 000, en fait. Une grande partie de ce qui va faire combien tu peux gagner et quel est ton plafond, c'est le choix de l'opportunité que tu vas faire et la croyance de est-ce que oui ou non tu peux t'attaquer à une grosse opportunité. Ou genre moi, quand tu vois, j'avais 20 ans, je me serais jamais dit je peux créer Facebook, tu vois. Ce qui était probablement vrai parce que probablement Facebook c'était voire trop grand et quand on avait 20 ans, personne n'a créé Facebook depuis, tu vois. Il y a des gens qui ont essayé mais il n'y a pas d'autres réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui ont commencé quand nous on avait 20 ans, qui ont monté une boîte qui a plus tard été vendue pour 100 millions. C'est totalement possible. Mais moi, j'avais un peu ce calibrage de dire, voilà, si je peux en vivre, je serais content, tu vois. Et c'est que plus tard, quand j'ai commencé à en fait, gagner beaucoup, beaucoup plus que ça, où je me suis dit, en fait, c'est pas plus dur. Et peut-être que si je visais 10 et j'ai fait 100, j'aurais dû viser 100 et essayer en fait, de faire 1 million, tu vois, par mois, par exemple, directement là-dessus. Et comment ça serait manifesté concrètement? Juste des projets qui peuvent plus... Pour moi, ça serait manifesté d'une manière simple. C'est qu'en fait, pourquoi j'ai commencé ma chaîne en français? J'aurais pu commencer directement en anglais, en fait. Parce que si j'avais commencé en français, je me suis dit, OK, en français, un gars qui vend des formations marketing en français, s'il est au top du game, il peut faire combien? Et je pense dis en gros, c'est plus facile, tu as plus de chances de succès en français, mais du coup, le ceiling, il est beaucoup plus bas aussi. Le plafond est plus bas, quoi. Je suis pas sûr que tu aies plus de chances de succès. C'est pas 2 fois plus facile, mais c'est un peu plus. Il y a quand même moins de... Mais c'est clair que le ceiling, il est plus bas, quoi. À un certain point, en fait, je m'en suis rendu compte quand, 3 ans plus tard, j'avais la chaîne la plus suivie sur le marketing. Et je me dis, OK, du coup, maintenant, je suis monté sur le marketing. Le marché va continuer à grossir, etc. Mais je commence à pousser sur une limite naturelle du marché. Et si directement, je m'étais dit, OK, je veux un business qui a le potentiel de faire 100 millions par an, j'aurais directement attaqué sur un truc en anglais, en fait. Et d'ailleurs, tu as tenté le marché anglais, ça se passe comment? Est-ce que tu continues je fais quelques vidéos. Okay. Ça se passe bien. Tu vois, j'ai une vidéo là qui vient de faire 250 000 vues, donc il y a des vidéos qui percent. Mais en fait, c'est dur de poster des vidéos partout, tu vois, de réenregistrer, etc. Donc, en fait, je ne suis pas très régulier dessus. Et en fait, honnêtement, j'ai pas mal la flemme de me dire
je vais relancer un business de formation en partant de zéro. Ouais. Et donc, du coup, je poste des vidéos juste en me disant c'est cool de faire des vidéos et tout, et de faire des vues et tout, mais j'ai pas trop de business model derrière et je suis pas sûr d'avoir envie de remonter tout le business de formation en partant de zéro. Même si tu dis, ok, ça pourrait avoir un plafond plus élevé, etc. Mais maintenant, j'ai tout le reste, tu vois, à refaire. Donc, je pense que ce qui pourrait me sauver sur la partie anglophone, c'est si je faisais que vendre la partie software. Parce que pour le coup, la partie software, c'est beaucoup plus facile à vendre en anglais. Comme le produit, il est déjà en anglais. Le produit, il est déjà traduit en anglais. Il est déjà disponible. J'ai des clients qui l'utilisent en anglais, etc. Et le marketing, il est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple de traduire une page de vente pour un logiciel que de traduire un tunnel de vente avec 15 emails plus 10 heures de formation. Donc c'est possible que en fait, je fasse ça. Pour le moment, je le fais juste en mode c'est fun et c'est cool de voir si les vidéos elles marchent, etc. Et après, on voit que les vidéos elles prennent. Tu vois. Même des vidéos qui sont sorties il y a longtemps en fait en français, elles reprennent en anglais après. Mais si j'avais commencé directement dessus et que l'époque où tu vois où j'étais capable de publier une vidéo par semaine sur ma chaîne, j'avais fait directement en anglais. En fait, finalement, la chaîne aujourd'hui, tu vois, là où j'aurais eu 500 000 abonnés en France, j'aurais pu avoir 3-4 millions en anglais avec le même effort en fait. Et en plus, en anglais, tu vends pour plus cher, tu vends plus. Enfin, les Américains achètent plus, ont plus d'argent, quoi. Donc potentiellement, tu vois, tu as une audience qui est quasiment 10 fois plus grosse. Puis là, on ferait le podcast en anglais, on inviterait des Tim Ferriss. Exactement. On aurait Tai Lopez et tout, et voilà. C'est ça. Non, tu vois, à l'époque, ça m'était pas venu à l'esprit, en fait. Parce qu'à l'époque, j'avais pensé que être la plus grosse chaîne de formation, être la plus grosse chaîne sur le marketing en français, me dire que ça me semblerait limitant à un certain point, tu vois. Ouais, t'as pas je veux dire, pour moi, c'était déjà tellement haut que... Puis il y a le blocage aussi, t'es français, tu vas sur le marché anglais, il y a un truc aussi qui est un peu... T'as l'accent et autres, je sais que ça peut bloquer aussi beaucoup. Ça peut bloquer, mais ça peut être fait, tu vois. Ça peut être fait. Il y a personne qui l'avait fait à l'époque. Il y a il y a un Français qui s'appelle Marc Lou, je sais pas si tu as vu. Oui, j'ai vu, mais par contre, t'as vu son income report? Donc il partage ses revenus, et c'est hilarant, tu vois. En gros, il gagne genre 100K par an, enfin 100K par mois, ce qui est très bien, mais 98K, c'est sa formation. Comment monter des petits projets SaaS pour gagner de l'argent. Après, tu as un projet SaaS random, 400 €, projet 2, 300 €. Non. Bon, t'es vraiment déloyal, Paul. C'est pas une formation, son truc. Okay. C'est un framework. Il te vend une espèce de package de code. Alors, c'est vrai que l'immense majorité de ton revenu, c'est ce truc qu'il vend à son audience. Mais il vend une espèce de package de code pour les développeurs. Donc, il t'apprend à monter ton propre software, Marc, etc. Mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant pour lui, c'est que c'est un gars qui est français. Et en fait, il fait un peu le Peter Levels. Il fait la même chose que Peter Levels, exactement. D'ailleurs, il a appris de lui, je crois, son pote. Enfin, c'est exactement le truc. C'est le rêve du développeur indépendant qui crée ses petits SaaS, qui a 0 employé, mais qui gagne 100 000 € par mois. Mais il aurait pu se dire, super, personne ne le fait en français, je vais faire le Peter Levels français. Ce que beaucoup de gens font. Si tu cherches SaaS sur YouTube, il y a plein de gens qui te vendent le truc, créer un SaaS, devient le micro SaaS, etc. en français. Mais le truc, c'est que le problème, c'est que les gars qui font le Peter... Enfin, c'est pas un problème, mais les gens qui vont faire le Peter Levels en français, ils vont plafonner beaucoup plus bas que le Peter Levels qui parle à tout le monde. Peter Levels, d'ailleurs, qui est un... Néerlandais. Tu aurais pu le faire en néerlandais, mais non, pas en néerlandais. Mais souvent, eux, ça revient parce que le marché est encore plus petit, donc souvent, ça revient même pas à l'esprit. Ça revient pas à l'esprit. Mais tu vois, Marc Lou, par exemple, il s'est dit directement, moi, je vais le faire en anglais parce que finalement, plutôt qu'être le Peter Levels français, je vais être le Peter Levels bis, il y a encore de la place là-dessus, en anglais. Et effectivement, tu vois, il a fait une vidéo récemment qui a fait 500 000 vues sur YouTube. Et la vidéo, c'est mes différents SaaS, etc. Cette vidéo en français, si elle avait fait 30 000 vues, ça aurait été un énorme succès en fait. Mais 500 000 vues en anglais, pour une vidéo comme ça, c'est totalement standard, tu vois, avec une chaîne qui part de zéro, etc. Et je pense qu'il a eu le bon truc de se dire, pourquoi se limiter, autant faire plus grand. Voilà, donc ça, c'est la question de l'ambition. Et ça joue sur plein de trucs. Par exemple, simplement, tu vois, le fait de démarrer à vendre des formations, tu sais que les formations, c'est un certain plafond. Versus de démarrer directement en faisant du software, tu sais que le software, ça peut aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas beaucoup de business de formation qui font 100 millions par an, mais il y a beaucoup de business de software qui font 100 millions par an, ou même 1 milliard, tu vois, ça existe tellement. Et les vélos aussi ont rien à voir, forcément. Mais évidemment, ça semble plus dur, tu dis c'est plus difficile de réussir, la formation... C'est un truc que tu peux faire toi-même par tout seul. La formation, c'est à portée de main, tu vois, je peux lancer ça, dans 3 mois, je peux faire 10 000 € par mois, etc. Tu vois, c'était... Est-ce que tu regardes d'avoir fait des formations ou tu aurais juste aimé transitionner plus rapidement ou aller plus rapidement sur du software? C'est quoi le... En fait, le truc, c'est que le software, j'ai essayé de le faire très tôt. Mais quand j'ai pas réussi tout de suite, je me suis dit, bon, un gros break. Il va autant faire du cash flow et tout. Tu vois, quand j'ai commencé à vendre Copywriting Mania, je crois que littéralement, le premier mois, c'était 10 000 €. Tu vois, et c'était en mode, j'avais 0 audience, j'avais pas de chaîne YouTube et tout. Je me dis, ok, là, il y a des éléments. Mais, tu vois, même si c'était facile de faire 10, 20, 50, 100 000 € par mois, etc., je savais que ça allait jamais faire 50 millions par an. Tu vois. Je savais que j'étais sur un business, que je construisais un business qui avait un certain ceiling, un certain plafond. Mais à l'époque, évidemment, ça me dérangeait pas parce que je me suis dit, mais
qu'est-ce que tu penses à un ceiling, tu vois, un plafond à 150 000 euros par mois, ça ne me dérangerait pas, etc. Mais au moment où j'y suis arrivé, j'ai commencé à me cogner la tête dessus, je me suis dit, ah merde. Et donc, du coup, là, j'ai recommencé à m'intéresser plus à la partie software. Tu vois. Mais que si je m'étais dit directement, non, il faut que je crée un énorme business, j'aurais probablement écarté les formations. Est-ce que ta vie serait mieux si tu avais eu un énorme business? Non, je pense pas. Donc, c'est juste pour le principe de jouer, quoi. En fait, c'est juste de se dire, je pense pas que ça aurait été beaucoup plus dur de faire un business plus gros. C'est simplement ça. Moi, je pense qu'il y a quand même plus de stress. Enfin, ça dépend encore des natures du business, mais je pense que plus c'est gros, il y a quand même une corrélation qui est liée au stress. Tu as besoin de plus de ressources. En tout cas, c'est clair que faire un business de formation à 10 000 euros par mois ou faire un business de formation à 100 000 euros par mois, d'accord, il n'y a pas de différence de stress ou d'effort. C'est sûr. C'est juste à quel point est-ce que ton opportunité est gros, ton marché est gros, et à quel point est-ce que tu exécutes sur ce marché-là. Là, c'est purement scalable. Alors que tout business e-commerce, il y aurait quand même une corrélation relativement forte entre le niveau d'effort, le niveau de risque. Mais sur du software, par exemple, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une différence. Je ne suis pas convaincu que le mec qui a un software à 1 million par an, ou le gars qui a un software à 100 millions par an, tu vois, à mon avis, ils ont à peu près la même vie. Tu vois. Je suis d'accord. Il a un peu plus d'équipe, etc. Mais finalement, tu vois, au final, tu as tes 5 direct reports et c'est tout. Et donc, du coup, quand tu choisis une idée de software, est-ce que tu choisis un micro-software où tu dis ça peut être facile de percer, de gagner 10 000 euros par mois, mais probablement je ne gagnerai jamais plus que 30 000 euros par mois avec ce micro-software? Tu dis non, fuck le micro-software qui va plafonner, je vais faire un truc où je sais qu'il y a au moins un potentiel de faire 30 millions par an. Tu vois. Et ça, c'est un choix que tu fais dès le départ et ça dépend de ton ambition et de à quel point est-ce que tu as des exigences pour toi-même en fait, et quel jeu tu veux jouer. Mais je ne suis pas convaincu que l'un soit plus difficile que l'autre. Ok. Pourquoi est-ce que tu n'es pas à 100 millions justement? Parce que ça, on s'est auto-célébré en disant putain, on a tellement réussi, c'est incroyable. Mais moi, en 2020, 2019 même, je dirais, je m'étais dit, bon, bah, c'est bon, parce qu'on a grossi très rapidement les 3 premières années, ça a explosé. Ils disent, on va continuer comme ça. Et on n'a pas continué comme ça, en fait. On s'est plutôt moins stagné, ce qui, pour beaucoup de gens, serait quand même un succès, mais pour moi, c'était un peu frustrant de me dire, putain, j'arrive pas à dépasser ça. Moi, j'ai aussi eu ce même truc, hein, tu vois, où j'avais je me dis, ok, super, si on continue à grossir de 60% par an, voilà où qu'on va aller. Et en fait, la courbe va pas s'arrêter. Aux alentours de 2022-2023, c'était en mode, ah ouais, on grossit plus de 60% par an, tu vois, on grossit de 20% par an, et avant, j'ai l'impression que 20% par an, c'était rien, tu vois, j'ai l'impression que c'était flat, tu vois. Bah ça, je pense, en termes de bonheur personnel, la trajectoire, c'est toujours plus important que la valeur absolue. Donc, tu peux même limite être stratégique là-dessus, et du coup, mieux vaut peut-être grossir un peu tout le temps qu'avoir un peu des monts et vallées, potentiellement. Mais du coup, les 3 premières années m'ont un peu biaisé sur le fait que ça pouvait continuer de façon linéaire. Et je pense que les erreurs un peu en vrac que j'ai fait, c'est pas étendre la trajectoire, donc penser long terme. Ça s'explique, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais en ligne de produit. C'est-à-dire qu'en fait, je savais très bien qu'il y avait plein d'électronique que j'en sais qui allait être obsolète dans 2 ans. Donc, je sais quand je le faisais, potentiellement, j'aurais dû me dire il aurait fallu aller sur autre chose. Je pense en termes de management, on a aussi pas mal parlé, mais si tu ne veux pas travailler avec la personne pendant les 10 prochaines années, probablement, c'est qu'il faut déjà peut-être faire une action en premier, puis après, si vraiment là, ça ne fonctionne toujours pas, se séparer de la personne, plutôt qu'espérer un peu vaguement que ça aille. Et un autre truc aussi qui est toujours un peu en ambivalence, c'est en même temps éviter les raccourcis, mais en même temps, il faut aussi agir, toi. Tu as le problème aussi, si tu veux, je veux faire que des trucs long terme, je veux faire les trucs que parfaitement, tu ne vas pas agir. Donc, il faut trouver un peu l'équilibre entre les deux. Un autre gros erreur que j'ai fait, c'est je pense qu'en tant que founder, ton rôle principal, c'est générer du business, générer du revenu. Et moi, je me suis trop rapidement détaché de ça en me disant je vais le déléguer. Parce que le Saint Graal, un peu, quand tu as un business, c'est en gros que même quand tu n'es pas là, toi, le business continue de grossir. Toi. Tu te dis c'est vraiment le truc final. Mais je pense que ça arrive très, 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 très tard. Pendant longtemps, il faut être encore toi à la proue un peu pour générer du business. Et ensuite, pour ce qui est de recruter, vraiment recruter les must-have, éviter les nice-to-have. C'est sympa d'avoir cette personne, cette position. C'est sympa, c'est pas suffisant pour justifier. Parce que plus t'as de monde, plus ça te ralentit. C'est ça. Ça crée de la friction de communication. Ça Coordination. dilue les responsabilités. Dilue le focus. Ouais. Tu t'inventes des projets qui n'étaient pas super importants, mais parce qu'il y avait une personne, tu pouvais les faire. Et après, tu te rends compte que tu passes pas mal de temps sur ces projets alors qu'en fait, ils étaient jamais importants. Et c'est ça, c'est tu te rends compte après coup, toi. Ouais. Une fois que tu arrêtes ce projet, que tu sais, il s'est rien passé, tu dis en fait, qu'est-ce que je foutais? Et donc, moi, si je pouvais me revenir en arrière, j'essaierais d'être beaucoup plus rationnel par rapport à ça. Et vraiment ok, qui apporte vraiment de la valeur dans la boîte, quel rôle apporte et ce qu'on serait excellent là-dessus. Un autre truc aussi que j'ai beaucoup fait, je pense, qui est un peu se mentir à soi-même sur ce qui est bon pour le client ou ce qui compte pour le client. Et c'est beaucoup le cas sur Amazon, tu as beaucoup de vendeurs, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être sur le marché. Ça a bien fonctionné pendant 2 ans. Ils vont être un peu les seuls sur le marché, par exemple. Tu as un concurrent qui va arriver et qui va casser les prix. Ou qui va baisser, même pas casser les prix, il va baisser de $2 le prix par rapport à toi. Et il y a beaucoup, ils vont se dire, ouais, mais moi, je suis différent. Moi j'ai une vraie marque. Alors qu'en réalité, généralement, c'est pas tout. Moi, je suis américain, l'autre, c'est un chinois, par exemple. C'est le truc un peu.
Et donc, je vais travailler sur mon branding, tu vois. Et moi, j'ai fait des trucs un peu stupides. Dans le cadre des écouteurs, on était numéro 1 des écouteurs en Europe. On dominait tout. Ce qui devait arriver, on a fini par se faire copier. Et donc, vraiment copier. Ils ont copié le design et autres, mais on n'avait pas de brevet là-dessus. Peut-être une autre erreur d'ailleurs, mais on n'avait pas de brevet. Et ils sont venus un peu de concurrencer nous le prix. Et à ce moment-là, on marchait très très bien, tu vois. Et moi, ma réaction, c'est même pas de dire on va se concentrer sur le branding et autres. Je dis on va faire un meilleur packaging, tu vois. Ça n'a aucun sens. Maintenant que les gens s'en foutent du packaging, tu vois. Mais je me suis dit, ouais, non, on va se distinguer, tu vois, avec un beau packaging comparé à leur packaging un peu nul, tu vois. Sauf que le packaging, ça coûte de l'argent, ça nous fait augmenter les frais d'expédition, donc on est devenu encore plus cher potentiellement. Et en fait, on se fait bouffer petit à petit, tu vois. Le packaging, les gens qui regardent le listing, ils ne le voient pas. Bah, ils le voient parce que tu le mets quand même sur le listing, mais c'est tellement secondaire, tu vois, pour eux, comparé. Enfin, entre c'est 4 € moins cher, ça prend le même produit, et t'as un meilleur packaging, et ils s'en foutent, tu vois. Vraiment, en plus, c'est même pas comme. Plus, on s'est un peu fait avoir parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on est rentré en magasin. Et donc, pour entrer en magasin, on a fait un nouveau packaging qui a du sens, tu vois. À la Fnac, en l'occurrence. Et moi, je suis tombé un peu amoureux du packaging. Je me suis dit, putain, il est vraiment beau. Et du coup, on l'a appliqué partout et c'était une horreur. Pour la petite histoire, en termes de coût de packaging et de coût d'expédition, le delta, quand j'ai calculé, c'est 800 000 € sur 3-4 ans qu'on a payé en plus. Ok, sur les écouteurs. Sur les écouteurs, ouais. Donc, on a perdu net 800 000 € là-dessus, quoi. En plus, on a perdu le fait de se faire concurrencer, quoi. Mais juste en surcoût. Ce qui fait un peu mal. Mais encore une fois, en vendant une histoire, plutôt que vraiment dire qu'est-ce qui compte vraiment pour le client, tu vois. Que les écouteurs aient un bon son, qu'ils soient confortables. Le packaging, c'est très très loin, c'est le numéro 8, quoi. Surtout qu'en plus, à l'époque, on avait un packaging un peu funky, on avait une boîte en métal, en aluminium, et les gens, au final, aimaient bien ça, tu vois. Alors que ça ne coûtait pas cher, c'est petit, mais c'était un truc un peu différent, ils aimaient bien ça, donc bref, erreur sur toute la ligne. Et là, c'est des exemples comme ça, je pourrais donner des dizaines, tu vois. Il y a plein de cas où, en fait, on a lancé des produits, tu rajoutes un accessoire, te dire c'est ça que les gens veulent, en fait, les gens s'en foutent. Tu essaies de te convaincre toi-même, quoi. Et après, le dernier point que je m'étais un peu noté sur la raison pour laquelle je ne suis pas à 100 millions, le business n'est pas à 100 millions, c'est un peu chercher des règles absolues. Et donc, un peu ce qu'on fait un peu actuellement, c'est dire c'est exactement pour ça. Et en fait, généralement, tout est relatif, tout dépend du business, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, ne pas essayer. Et notamment, c'est beaucoup pour ça qu'on écoute des podcasts ou qu'on lit des livres, c'est parce qu'on pense que c'est bon, ça va me donner la réponse. Mais il faut développer une sorte de jugement, en fait. Il faut se nourrir de l'expérience des autres, son expérience. Et en fait, c'est comment dire, c'est beaucoup plus confus qu'on pense. Généraux, quoi. Tu accumules plein d'informations qui sont généralement contradictoires, comme peut-être les conseils qu'on donne, nous, toi et moi. Et après, en fait, tu essaies de voir le pattern, tu essaies de comprendre ce qui s'applique à ta situation. Tu essaies d'appliquer un truc et de voir si ça marche et d'itérer dessus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est compliqué, je pense, d'être. J'ai eu quelques calls avec des personnes qui débutaient en FBA, qui m'ont contacté, on voulait discuter. Et tu sais, ils proposent de payer. Moi, je veux pas faire payer parce qu'en fait, je sais pas quoi te répondre exactement, toi. Je sais pas, ils disent, ouais, est-ce que tu peux. J'en sais, ça dépend, quoi. Parce que ça dépend. Et t'as en fait à répondre 15 fois d'affilée, ça dépend. Et la réalité, c'est que ça dépend. Est-ce qu'on va arrêter le podcast ici donc, les bonnes décisions. Peut-être lancer sur Amazon. Ouais, quand même, ça, c'était au final une décision positive. Relativement. Mais la leçon par rapport à ça, c'est que on parle souvent de suivre son instinct. Toi. Gut instinct, c'est important toi, quand tu sens un truc. Mais je pense qu'on a un gros insight bias là-dessus, un biais a posteriori, je pense, a posteriori, peut-être qu'on appellerait. Où en fait, tous les trucs qui sont passés, on se souvient qu'à l'époque, j'avais un truc où je le sentais pas trop, tu vois. Mais généralement, en fait, tu sens pas trop tout ce qui est un peu risqué, tout ce qui est un peu incertain, ça te met un petit doute, tu vois. Et donc, forcément, les trucs qui ont bien fonctionné, tu ne le remets pas en question. Et notamment, il y a aussi un truc où parfois tu as une idée, tu dis ça va 100% marcher, c'est une idée de génie, en fait ça marche pas du tout. Et après tu oublies que tu avais eu ce bon feeling, quoi. C'est ça. Donc en fait tu rationalises après. Et je pense que c'est un des gros thèmes, c'est que tu crées un peu les histoires que tu veux. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi je m'étais noté à l'époque ce que je pensais du bon produit, tu vois. Et donc le 12 mai 2015, j'ai écrit je sens pas du tout ce produit, mais ça fait 6 mois, fuck it, on verra, tu vois. C'était mon niveau de production. Tu cherches un produit ? Ouais, c'est ça que je travaille dessus, que j'ai débatté, toi, point de commande à $521, toi. Donc vraiment pour 50 unités, toi. Et je débattais, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller ? Et je sentais pas trop de trucs. Le produit n'existait pas sur Amazon, il existait nulle part, c'était la première fois qu'il existait tout court. C'était un refroidisseur PC portable que tu mettais sur le côté de ton PC portable. Ça existait nulle part, toi. C'était le premier modèle de ce type. Ce qui est normalement une idée de merde de lancer un produit qui n'existe pas. Et je pense à un coup de chance, mais aussi un peu provoqué, toi. Et encore une fois, le ratio. Pour le coup, upside, downside n'était pas toi. 50 unités, $521, potentiellement tu te lances sur Amazon, ça fonctionnait bien. Et je pense que la mentalité fuck it m'a plutôt servi que de servir justement de ce côté, juste on tente et on voit ce qui se passe. Mais je pense qu'il y a c'est un peu une belle curve, tu vois, la courbe qui fait comme ça. En fait, je pense qu'en fait, si t'as vraiment un jugement de merde,
en fait, le fuck it, tu finis en prison, toi. C'est un peu... il faut... et c'est pour ça que je sais pas si c'est tellement un bon conseil, parce qu'en fait, si on réfléchit de façon un peu débile, mais que toi, il faut que pour réussir ta vie, que tu aies raison plus 50% du temps, si tu as un jugement qui t'amène à faire fuck it et que tu as raison 40% du temps, toi, chaque décision va t'amener de plus en plus vers la ruine ou la prison, tu vois. Donc, tu as un peu... ouais, si... Et toi, t'es un peu pareil avec les produits sur Amazon, les gens qui se lancent, ou si ça fait 4 produits d'affilée que tu rates ou tu t'es trompé, est-ce que tu dois persévérer ou pas? Je sais pas. Il y a un peu ce débat. Idéalement, oui, dans un monde parfait, plus tu persévères, plus ça va marcher. Mais si tu as vraiment un jugement de merde, tu bloques un peu là-dessus, quoi. Ce qui n'est pas une super leçon d'ailleurs, mais... Inspirant. Inspirant. Et après, sûrement des trucs beaucoup plus concrets. Une leçon que j'ai dû réapprendre récemment, malheureusement, c'est que dès que tu fais un virement, il faut considérer que l'argent ne t'appartient plus. Toi, tu t'es jamais fait arnaquer ou jamais un truc où tu as viré de l'argent et t'as pu te parler de la personne ou non, ça c'est jamais... non, produit. mais il y a moins de gros virements qui sortent, tu vois, dans mon cas, il n'y a pas de fournisseur, il n'y a pas de machin, tu vois. C'est plus des gens qui travaillent dans la boîte. Mais en fait, particulier les virements, parce qu'en fait, les virements, tu n'as aucun moyen de les récupérer une fois que c'est parti, tu vois. Donc, peu importe s'il y a une question de bon sens ou une question d'honnêteté où la personne t'a promis, dans ce cas-là, je t'enverrai l'argent, peu importe ce qu'il te dit, ou si au bout de 6 mois tu vas arrêter, je te renvoie la moitié. Ou s'il y a même un vrai contrat qui dit si la personne veut arrêter, je renvoie l'argent. Une fois que le virement est fait, c'est fini, toi. Je suis d'accord là-dessus. Le seul moyen de récupérer l'argent, c'est aller au procès, toi. Donc est-ce que tu es prêt à faire un procès? Sinon, tu considères que l'argent est perdu. Et donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et la solution par rapport à ça, c'est de aligner les incentives. Et le plus simple de faire ça, c'est échelonner les paiements, tout simplement. Et donc plein de fois, notamment quand la personne essaie de te faire une pression ou de faire un gros discount, si tu payes tout maintenant, méfie-toi. Et toi, non, moi, je préfère vraiment payer tous les mois. Toi, sur un projet de 6 mois, je paierai tous les mois, quoi. Comme ça, au pire, tu perds un mois et c'est moins grave que de perdre les 6 mois d'un coup. Et ça compte pour n'importe qui, même les avocats, il ne faut pas leur faire confiance. Ce qui est le point d'après. Je crois que j'ai déjà parlé au moins 4-5 fois des avocats dans ce podcast. À chaque fois, mais je pense que si vous pouvez éviter apprendre de ma leçon, c'est tant mieux. Et je disais qu'il n'y a pas de règle absolue. Là, que les avocats soient des gens un peu moyens, je pense que c'est une règle assez absolue. C'est que fondamentalement, les instituts ne sont pas alignés. Donc, eux, leur but, c'est de faire payer un maximum. Pas de régler ton problème le plus rapidement, toi. Sauf s'ils pensent que tu es vraiment un gros client et que c'est un truc récurrent. Mais souvent, la plupart des gens qui nous écoutent, ils vont avoir besoin d'avocats 1 ou 2 fois par an sur des sujets un peu variés. Pour eux, c'est pas du recurring, toi, c'est du one-shot. Et qui est aussi, outre l'aspect pas aligné, c'est qu'il y a aussi une déformation professionnelle où c'est un peu aussi leur boulot d'imaginer les pires cas, les pires scénarios. Et notamment un truc qui font toujours, je suis toujours fasciné, c'est que légalement, normalement, les avocats, ils sont censés te facturer que si ils ont convenu avec toi d'un taux horaire et normalement aussi une estimation de nombre d'heures que ça va prendre ou un forfait, toi, en disant pour régler le problème, ce sera 10 000 €. Toi. Mais ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont parler avec toi. Notamment, s'ils voient que tu es un peu débutant, que tu n'es pas habitué à travailler les affaires, ils vont parler. 2 semaines plus tard, tu vas recevoir une facture 10 heures de passé et à 400 € l'heure et tu vas payer les 4 000 €. Et ça, c'est totalement, tu peux l'ignorer, c'est pas légal, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils auraient dû d'abord t'informer de leurs honoraires. Donc c'est un bon truc à savoir et qui pourrait économiser de l'argent. Et notamment, je pense que bon problème, c'est que beaucoup d'avocats refusent de travailler comme ça, mais travailler au forfait, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. En disant, pour régler ce problème, je te paye ça. Et au final, si ça leur prend 1 heure et tu t'en fiches, même si ça paye cher, au moins tu bloques le truc. Alors que dès que tu vas dans un truc horaire, tu sais pas quand ça va se finir, quoi. Et la même chose sur le prestataire, là, on a encore un problème où on a reçu une convocation au tribunal de Hong Kong parce qu'on n'a pas rendu notre comptabilité sur les 2 dernières années. Okay. Et on était là, si, on a rendu la comptabilité, si, on l'a fait. Et en fait, notre boîte d'accounting a oublié d'envoyer nos returns. Et ça nous avait plein de fois de se retrouver TVA aussi où ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et en fait, dès que tu as un prestataire qui n'est pas responsable légalement de ça, parce qu'en final, c'est nous qui nous faisons convoquer au tribunal pour... Alors, ça va bien se passer parce que les trucs sont déjà prêts, on va les envoyer maintenant. On va payer une amende de genre l'équivalent de 300 €. C'est pas très grave. On va envoyer un avocat à notre place. C'est pas moi qui vais aller directement voir le juge. Un avocat a payé de manière échelonnée. La moitié aujourd'hui, la moitié quand tu te pointes. Mais ça, à chaque fois, on se fait avoir. Où on pense, c'est bon, on fait confiance à des professionnels, ils vont bien faire le boulot. Si c'est pas eux qui vont payer à la fin l'ardoise, faut partir du principe que c'est à toi de checker. Et ça, pour les concepts un peu plus pratiques, quoi. Parlons de décision perso et tu as commencé par l'expatriation. Version nomade digital, hein. Mais plus j'y pense, plus je dis c'était quand même la meilleure idée au monde de s'expatrier. Parce que la situation pour moi, c'était en gros septembre 2014 que je me suis expatrié. Je gagnais environ entre 400 et 600 € par mois. Et donc, tu n'as pas 36 000 options là. Soit je retourne chez ma mère, parce que c'est impossible de vivre en France ou en Angleterre avec ça. Très compliqué. Tu peux le faire, j'imagine, mais c'est très compliqué. Ou je m'expatriais.
Et quand je compare entre les deux, toi, il y a un côté, tu es un peu coincé chez ta mère, donc tu es un peu la minorité. Et c'est nul aussi. Toi, lui, chez ta mère, c'est pas incroyable. Après, j'aime beaucoup ma mère, toi, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais... Et à côté de ça, toi, je me suis retrouvé aux Philippines. C'est moins bien sur les podcasts, quoi. C'est moins bien sur les podcasts, c'est mon rêve. Mais j'ai été aux Philippines avec mon propre one bedroom que je payais genre 200 € par mois, dans un condo privé avec piscine. Tu es dans un nouveau pays, c'est incroyable. Et donc, à ce niveau-là, c'est... À tous les niveaux, toi, financièrement, ça te laisse plus de marge. Ça t'ouvre plein de trucs, tu peux totalement te réinventer. Et donc, je pense que c'est encore un truc assez imbattable. Une fois que tu gagnes 600, 700 € par mois, de partir dans le pays. Et là, tu avais 21 ans. J'avais 21 ans à ce moment-là. Ouais, 20 ans, ouais. Et toi, est-ce que tu regrettes tes expatriés? Tu aurais dit, j'aurais dû rester en France. Je n'aurais jamais dû partir. D'ailleurs, je me casse. Non, écoute, moi j'ai un point aussi là-dessus. J'ai une histoire similaire que j'ai appelée ne dépense pas ton argent. En fait. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, parfois les gens me disent ah, mais pourquoi tu es aussi radin, tu gagnes plein d'argent, tu es radin. Moi, j'ai envie de leur dire, mais c'est parce que ça m'a sauvé la vie, en fait. Ça m'a sauvé la vie. Sans ça, j'aurais jamais pu être là où je suis. Donc, l'histoire, c'est j'étais en école de commerce et j'arrive à fignoler un truc pour me faire envoyer à Singapour. 6 mois à Singapour, dans le campus et tout. Le truc, c'est que Singapour, c'est méga cher. C'est super cher. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'habite. Donc, c'est juste après mon stage, mon fameux stage dans la boîte de télé-réalité. Donc, j'avais déjà mon stage, j'avais rien dépensé. Donc, en fait, même si c'était 400 € par mois, ça fait 2400 € que tu as mis de côté. Et donc, j'arrive à Singapour et tous mes potes sont un peu école de commerce, les parents ont un peu d'argent et tout le monde voyage. C'est vrai qu'après, tu es à Singapour, tu es un petit Français, tu débarques à Singapour. C'est le rêve du voyage. Tu as l'aéroport de Changi, meilleur aéroport au monde. Tu as des vols pour aller à partout. Pour 50 € aller-retour, tu vas en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam, partout. Effectivement, c'est une opportunité de ouf, tu vois. Mais bon, après, 50 € plus l'hôtel, etc., finalement, tu vas dépenser 200 € sur ton week-end, etc. Et après, tu peux le faire. Tu vois, si tu as mis un peu d'argent, tu as 2400 €, tu dépenses 200 €, tu fais tes week-ends, etc. Tu peux. Moi, je suis en mode non. Je vais rester, je vais habiter dans un placard à Singapour. Et vraiment, évidemment, j'avais une chambre peut-être de 4 mètres carrés, quoi. Enfin, vraiment, j'y avais un lit et c'est tout. Il y avait juste un lit. Et mes habits étaient dans une valise. T'entrais et voilà, t'avais ça. Et je bouffais tous les jours. Mon plat, c'était 500 grammes de riz, 2 bananes coupées dessus et une boîte de lait de coco. Et c'était ce que je mangeais tous les jours, je bouffais ça. Est-ce que tu penses que tu kiffais à l'époque? Ah, je kiffais. Tu kiffais, ouais. Je kiffais. Et moi, j'ai toujours un truc où j'aimais bien manger la même chose tous les jours. Et avoir un repas que je peux manger tous les jours, ça m'apaise, tu vois. J'ai l'impression d'être zen en mangeant ça. Donc, je bouffais ça tous les jours. Mais du coup, je dépensais pas ma thune, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé à la fin de Singapour, c'est que tout le monde, 6 mois, tu as fait 6 mois à Singapour, tu n'as plus d'argent, tu rentres chez toi, tu vas faire un stage. La plupart des gens faisaient un deuxième stage après. Et moi, j'étais en mode, en fait, entre le truc que j'avais fait là et après, j'ai économisé 2500 € que j'ai. Mais sauf que je suis en Asie. Je suis déjà en Asie. J'ai même pas besoin de prendre un billet. Donc en fait, j'ai un seul billet aller simple vers Bali. À Bali, je vais sur Airbnb, je classe le moins cher, je prends le Airbnb le moins cher de Bali, c'est-à-dire un matelas sur le grenier de quelqu'un. Mais je m'en fous, je suis à Bali, mec. Je suis à Bali, j'ai un petit scooter pour 50 balles et j'ai un matelas en haut d'un truc. Je suis le roi du pétrole. Et du coup, sur mes 2000 € que j'avais, je survis genre 2 mois, 3 mois en Asie, tu vois. Et je fais Bali, après je fais Chiang Mai, après je fais Kuala Lumpur. À chaque fois que mon visa il expire, je pars dans le prochain pays avec le ticket le moins cher que je peux trouver en sortant de l'aéroport. Et en fait, c'est ce truc de ne pas avoir dépensé ma thune pendant mon stage, de ne pas avoir dépensé ma thune à Singapour. Et en fait, je m'achète 3 mois en Asie et je bosse sur mon business et je rencontre des gens et tout, tu vois. Et ça a changé ma life. Ça te manque pas un peu ça? Moi, ça me manque un peu ce truc-là. Je me dis, putain, c'était quand même incroyable, vraiment ça. Parce qu'après, tu t'embourgeoises en fait. Cette simplicité. Et après, t'es en mode, mais non, mais mon standard de vie et tout, tu peux plus le faire. Tu vois. Mais effectivement, ça c'était. Mais tu vois, cet élément-là, ça jouait à peu de choses en fait, tu vois. Le fait de pouvoir voyager pendant 3 mois en Asie, tu prends des hôtels un peu mieux, tu fais quelques week-ends en plus, tu prends le taxi au lieu de prendre un scooter et finalement, en fait, ta marge de manœuvre, elle est cramée, tu vois. Mais en fait, en étant cheap pendant 1 an, en gros, tu pouvais dégager assez de marge pour avoir 3 mois de liberté totale, tu vois. Et moi, ça a totalement basculé. C'est quand je suis arrivé à Chiang Mai que tout le monde m'a parlé du Dynamite Circle, de la conférence, des trucs, tu vois, où je me suis super intéressé à ça. Et après, je suis quand même rentré en France parce qu'à un certain point, j'avais plus d'argent et à cette époque-là, j'avais pas encore de produits rentables, etc. Mais je suis rentré en France et j'étais en mode grind, business, je repars. Et en gros, 6 mois plus tard, c'était fini et je suis plus jamais revenu, tu vois. Je pense pour les gens qui nous écoutent,
profitez bien de cette période-là, parce que je trouve qu'elle est quand même spéciale, toi. Et la capacité de pouvoir vivre avec peu d'argent, en fait, ça peut être vraiment un avantage énorme, en fait. Parce que c'est compliqué, tu vois, les gens ils disent ok, je veux remplacer mon salaire. C'est compliqué de partir de zéro et de gagner 3-4 000 euros par mois, c'est dur, tu vois. Si tu pars de zéro et tu veux gagner 800 euros par mois pour pouvoir vivre pour pas cher en Asie, bah, c'est vachement plus rapide en fait. Tu gagnes des années à ça. Et en fait, une fois que tu as gagné tes 800 euros et que tu peux faire full time dans un coworking tous les jours à bosser, en fait, tu t'aperçois que c'est assez facile de récupérer les 3 000 euros qui te manquent. Mais de pouvoir avoir un job full time et de monter en plus à côté un truc qui gagne 4 000 euros, c'est parfaitement faisable, mais ça va prendre des années de plus en fait. Et ça fait une énorme différence. Et pour une personne qui est jeune, c'est la différence entre pouvoir vivre de ton business à 22 ans versus pouvoir vivre de ton business à 26, ce qui change radicalement ta vie. Tu as noté que tu voulais partir du principe que tu pouvais tout apprendre. Je pense que je contrasterais ça un peu à un autre conseil qui est souvent fake it till you make it. Donc fais semblant jusqu'à ce que tu sois. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais je pense que la plupart des gens comprennent la version anglaise. Faire semblant jusqu'à y arriver. C'est ça. Mais je pense que ce qui est beaucoup plus utile, parce que je pense fake it to make it, à moins que tu sois totalement délusionnement, que tu sois totalement ailleurs, ça ne fonctionne pas. Ton cerveau, il sait en réalité, toi. Donc quand tu n'as pas fait un truc, il sait que tu peux faire semblant, mais au fond de toi-même, tu le sais quand même. Et je pense que l'alternative qui est plus intéressante, c'est partir d'un principe que tu peux tout apprendre. Ouais. Et ça, j'ai eu ça comme avantage, et je ne sais pas d'où ça me vient exactement. Mais, et un exemple très con, c'est au début, quand tu vends sur Amazon, tu as tout ce qui est logistique, tu vois. Et logistique, en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais dans le trade de jeu, tu as plein de termes que tu comprends pas trop. Ça fait flipper, Ça peut faire flipper. Et tu dis, ah merde, si je me pointe, le truc va être refusé à la douane, il va falloir payer d'amende. Il y a plein de trucs qui peuvent se merder, quoi. C'est ça. J'ai remarqué que beaucoup, quand je rencontrais des gens qui connaissaient la logistique, ils essaient de faire semblant, toi. Même auprès de, quand ils parlaient à des agents de fret ou autres, de faire semblant qu'ils comprenaient, toi. Alors que moi, directement, je leur ai dit, je comprends rien, mais explique-moi et je vais comprendre, toi. Et avoir cette approche systématique, je pense que ça te fait gagner beaucoup de temps plutôt qu'essayer de faire semblant. Et avoir cette confiance en fait que si c'est quelque chose qui est des trucs qui peuvent te paraître obscurs comme le product design ou autre, toi ce que tu as fait un peu avec le tu vas pas être un maître, tu vas pas te tenir là-dedans avec le SaaS, mais tu peux le comprendre. En fait, il y a beaucoup de trucs où si tu te plonges vraiment dans le sujet et tu lis 3-4 bouquins et tu suis des blogs et tu regardes 30 vidéos, tu comprends essentiellement le truc, tu vois. Si demain tu voulais t'intéresser, je sais pas, même tu vois un truc genre de la programmation et tout. En fait, si vraiment tu veux te creuser et comprendre Python, tu peux comprendre en 2 jours les bases de Python et comment faire ton propre petit programme, etc. En fait, tu passes d'un point où c'est du chinois à un point où tu serais capable de tout faire, mais c'est pas du chinois et tu comprends presque ce qui se passe. Et ça a beaucoup de valeur. En fait, ça marche dans ça a beaucoup de valeur. À un moment donné, je me suis intéressé, j'ai acheté le bouquin de Nathan Barry, c'est une formation qu'il avait fait sous forme de PDF à l'époque, sur le design de web app. Très spécifique, tu vois, mais c'est où est-ce que tu mets ton bouton, comment est-ce que tu crées les contrastes et tout. Je me suis dit, le design, j'y connais rien, je vais faire ça. Et après ça, est-ce que je suis devenu un bon designer? Non, parce que je n'ai pas suffisamment pratiqué. Mais j'étais capable de communiquer sur qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, comment améliorer quelque chose. Tu vois. Et finalement, c'est toujours le concept de 80-20, mais tu peux apprendre en fait. Et moi, c'est une frustration. Tu vois avec pas mal de même des gens qui se lancent ou même des employés où vraiment ils se créent une sorte de barrière où ça, c'est pas leur truc, ils peuvent pas comprendre. C'est pas si compliqué que ça. Les gens se mettent beaucoup ça sur le point de vue technique, tu vois. Alors qu'en fait, les gens sont moi la technique et tout. En fait, tu passes 2 jours à vraiment te renseigner sur WordPress, tu as compris comment fonctionne WordPress, c'est pas si compliqué que ça. Et après, il faut comprendre que tu vas pas forcément escalader toute la courbe pour devenir le meilleur au monde, mais au final, passer juste 2 jours, tu vas être déjà meilleur que 95% des gens et ça peut suffire par rapport à ce que tu as besoin de faire. C'est la même chose sur la vidéo, tu vois. Genre, les gens se disent la vidéo et tout. Mec, la vidéo, tu regardes 3 vidéos sur comment faire des bonnes vidéos, on va juste te dire lumière, caméra, son, et c'est tout, quoi. Tu vois, t'es pas en train d'essayer de faire le prochain film de Christopher Nolan, c'est pas si compliqué que ça. Mais les gens butent beaucoup dessus. Ça, c'est une exponentielle entre vraiment être l'expert absolu et juste être bon. En fait, tu peux arrêter. Pareil sur le montage, tu vois. Les gens disent le montage, ça me fait peur et tout. Le montage, tu peux apprendre en 1 jour à monter. Tu seras pas le meilleur monteur, mais tu peux apprendre en 1 jour à monter un truc qui serait parfaitement propre. C'est pas si compliqué que ça. Et ça se réplique dans beaucoup de domaines. Et ce que je trouve difficile pour moi, avec le temps, c'est que je commence à avoir l'impression qu'il y a un coup d'opportunité. Que ça compte le justifie. De me dire, mais je pourrais moi, pareil, j'ai des tensions de l'apprendre, mais en même temps, tu vois, c'est le temps que je passe pas à faire autre chose. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux le déléguer? Et parfois, je le délègue et je me dis, c'est dommage que j'ai perdu la compréhension d'un truc qui est quand même important dans mon business. Tu vois. Et du coup, c'est difficile de décider qu'est-ce que tu devrais continuer à apprendre, qu'est-ce que tu devrais déléguer. Voilà. Et par exemple, je me suis mis à apprendre, tu vois, j'ai essayé d'apprendre Python et j'ai passé 2 jours à l'apprendre. Et finalement, au bout de 2 jours, j'avais un programme qui tournait. Mais évidemment, je ne vais pas faire un SaaS moi-même. C'est vraiment un truc utile. Je vais pas coder un SaaS. Il y avait encore beaucoup de... Donc c'est bien, tu vois, je me suis amusé, mais je me suis dit, est-ce que je vais vraiment investir 3 semaines de plus pour vraiment
commencer à pouvoir toucher le truc? Est-ce que je vais vraiment investir 6 mois de ma vie pour être capable de coder un produit qui pourrait potentiellement être mis en production avec des clients? La réponse, c'est non. Maintenant, en plus, tu as le levier de recruter en plus. Donc, il y a encore ce facteur qui rentre en compte. Voilà. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que se mettre en couple relativement tôt, c'est bon ou pas pour le succès dans le business? À mon avis, c'est bon pour le business que ça te retire beaucoup de distractions, en fait. Ça te retire tout le truc de dire « Ah ouais, super pour avoir des meufs, tu vois. » Ils sont toujours « Ah ouais, j'ai un date, j'ai machin et tout. » Ça te retire beaucoup de distractions. Sur le téléphone, la notification, chaque notification, regarde. Ouais. Ça te retire cette distraction-là, ça te donne une stabilité et ça donne aussi un truc à construire, je trouve. C'est-à-dire que, en fait, tu construis ton business et je trouve que tu as aussi envie de construire ta vie personnelle et ta famille, etc. Et si en fait, tu n'es pas en couple et tu es toujours sur des relations qui vont changer, tu as l'impression de rien construire en fait et que tout te file un peu entre les doigts. Alors que, et c'est aussi le fait d'avoir des enfants où tu as l'impression de construire et d'avancer vers quelque chose. C'est un peu comme faire du sport ou avoir une routine de sport où tu avances vers quelque chose versus genre chaque jour tu te mets à un sport différent parce que quelqu'un t'a dit ok aujourd'hui je vais faire du tennis, tu vois, et t'as pas l'impression de progresser vers quelque chose. Et je trouve que quand tu as l'impression de construire, de progresser et d'avoir quelqu'un avec qui tu le construis, ça t'aide en fait, ça te donne une vision de toutes les zones de ta vie et tu as l'impression que tout, ok, il y a des piliers qui sont là. Après je pense que tu peux réussir sans, d'accord, tu peux réussir sans, et je pense que il y a une différence entre je suis entrepreneur et je me mets en couple et je suis pas encore entrepreneur, je me mets en couple et plus tard je veux devenir entrepreneur. Parce qu'évidemment, si tu es déjà en couple avec quelqu'un et que tout d'un coup, tu écoutes Stan et Paul qui te disent va vivre à 600 € et expatrie-toi, bah, il y a peu de chances que la personne avec qui tu es, elle soit aussi dans la vibe je vais aller vivre aux Philippines pour 200 € par mois. Tu vois. Et donc, dans ce cas-là, ça te crée une barrière de lifestyle que tu ne peux pas changer. Si tu as déjà, toi, établi ton lifestyle et établi ton truc, et établi le début de ton business, etc., et que tu es dans la phase où tu commences à grimper, et que du coup, tous les piliers de comment tu vas vivre, ils sont établis, tu vois. Le fait que, par exemple, je sais pas, dans mon cas, je suis assez strict sur les habitudes, ça, c'était déjà là, tu vois. C'était déjà là, dès qu'elle m'a rencontré, j'étais strict sur les habitudes, j'avais les mêmes habitudes de travail, etc. Donc, elle savait à quoi s'attendre, tu vois. J'ai pas essayé de changer radicalement, alors que j'étais déjà en couple. Ce qui, je pense, est plus difficile. C'est différent, je suis d'accord. Ouais, après, moi, effectivement, je pense que t'as pas de règle absolue. Moi, c'était un gros avantage, parce qu'elle a certainement travaillé dans le business, donc là, c'était une des premières employées, ce qui aide quand même. Tu délègues. Il y a beaucoup de gens qui ont du coup fait cette expérience aussi, et c'est vrai que ça aide parce qu'au départ, il y a un gap de confiance, quoi. C'est ça. De déléguer ton truc à quelqu'un que tu connais pas, c'est dur. Et au début, ce qui est intéressant, c'est que le début, il était vraiment très nul, toi. Il est vraiment très très nul, toi. Très très frustrant. Et maintenant, elle est vraiment excellente dans son boulot. Et elle travaille plus directement. C'est plus moi qui la gère directement, donc c'est aussi bien de ce point de vue. Mais effectivement, le fait. J'ai eu la patience de la former aussi parce que bon, on était en couple et donc tu as cet aspect-là aussi, quoi. Et après, tu as aussi la partie forcément soutien qui compte beaucoup. Au final, tu as un peu des hauts, des bas. Tu as une personne qui est en soutien. Et ce que tu viens de dire en distraction, c'est, je pense, l'amélioration du focus. Où effectivement, ça te retire tout un pan de trucs qui peuvent être distrayants. Et après, j'ai pas cherché des études vraiment là-dessus, en fait. Parce que effectivement, quand tu penses, la plupart des plus gros entrepreneurs sont en couple. Par contre, il y a aussi quand même beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces. Donc, il y a un peu les deux. Ils se mettent en couple, ils ont des enfants, mais ils divorcent. Donc, je sais pas, l'un dans l'autre, si c'est un net positif. Et après, un peu en autre très bonne décision perso, c'est notre segment. 2 minutes, vous ne pouvez pas échapper. C'est bon, vous parlez d'avoir des enfants. Sponsorisé par l'Institut de natalité. Mais tu sais qu'en plus, tu as eu un impact, je pense, dans le fait que j'ai des enfants qui est un peu indirect. Si dans ta formation de 80 jours, à un moment, tu te parles de visualiser, je pense pas que c'est à 80 ans. Mais je pense que c'est dans 25 ans. Ouais. Et moi, j'essaie de pousser le truc encore plus loin. Toi. Je me dis, j'ai 80 ans, ça ressemble à quoi? Toujours Paul, l'overachiever, quoi. Le mec, il a dit 25 ans, non, vas-y, j'ai 90 ans. J'ai 90 ans. Et ce qui était évident, le premier truc qui apparaissait dans la tête, c'est j'étais grand-père, toi. Ouais. J'avais plein de petits-enfants. C'est le premier truc qui m'a venu à l'esprit immédiatement. Et donc, j'avais un peu la notion abstraite que je voulais de famille. Et aussi un peu la notion que toi, c'est un pan de la vie que je louperais autrement, toi. Ouais. Mais c'était quand même très abstrait pour moi, toi. J'étais pas sûr que j'avais vraiment aimé ça. Et au final, la réalité était beaucoup mieux que ce que je pensais. Mais je trouve qu'en fait, une fois que tu as décidé que tu veux, et tu dis en fait, qu'est-ce qui me bloque de le faire maintenant? Je pense que c'est vraiment. Tu vois, c'est difficile de dire, ok, maintenant je suis prêt à avoir des enfants. Mais si tu dis, ok, j'ai décidé que plus tard dans le futur, je voudrais avoir des enfants, tu as établi cet élément-là. Et après, tu es en mode, mais qu'est-ce qui me bloque de le faire maintenant? Et tu es en mode, en fait, rien, donc je vais le faire. C'était avec la bonne personne. Ouais. Est-ce que aussi, d'ailleurs, le petit truc par rapport au fait d'être en couple, c'est aussi suivant à qui t'es, toi. Et tu peux être aussi en couple et que ce soit très négatif, ça dépend des personnes. Et un autre truc aussi que je pense qui m'a aidé notamment, parce que ça fait quand même 9 ans que je fais ce business et qu'il y a eu des hauts et des bas, et de tenir, c'est un peu voir, je pense que c'est quelque chose qui devrait être, qui est un bon conseil, c'est un peu voir le business comme un instrument de croissance personnelle.
Donc on a déjà parlé beaucoup voir les problèmes quand un truc, quand c'est long, ça n'aime pas de m'améliorer, plutôt que juste un truc qui me tombe dessus, qui est un peu injuste. Et donc ça m'a permis dans les moments un peu plus compliqués de continuer en me disant au moins j'en ressortirai amélioré, quoi. Moi j'avais noté une leçon pour les gens qui ont 20 ans d'éliminer les distractions. Dopamine détox, encore une fois, pareil. Les enfants, dopamine détox. Ouais, c'est un peu le thème. Non mais ça va plus loin que ça, je dirais. C'est qu'en fait, quand tu as 20 ans, mettons, tu pars de chez tes parents, etc., du coup, tu as une énorme liberté. Et au moins, cette liberté, elle est à double tranchant, en fait. Moi, je me souviens en prépa, j'étais très discipliné, c'était la prépa, il faut réussir, etc. J'avais vraiment ce mindset de, mec, le jour où j'intègre mon école, je vais juste regarder des séries toute la journée, je vais rien foutre, je vais aller en soirée et tout. Et c'est un peu ce que j'ai fait, en fait, en première année. J'ai regardé genre les 10 saisons de Friends en 3 mois, tu vois. Enfin, c'était juste... En plus, c'est même pas ta génération, t'es parti 15 ans en arrière pour regarder Friends, quoi. Ouais. Ok. Je me suis dit, un truc méga long, 10 saisons, vraiment, mais même, tu sais, même la 10e saison qui est de la merde, je m'en fous, tu sais, je l'ai regardé et tout, je bouffais ça en bouffant des pommes. Je bouffais des pommes et je bouffais genre 10 pommes par jour et je regardais Friends pendant 5 heures. La vie incroyable, ok. Mais c'était ma vie que j'avais rêvé en prépa. Et après, tu sortais, tu buvais et tout. Et en fait... c'était un peu du temps perdu, quoi. Mais c'est assez facile, en fait, ce que tu dis, c'est la liberté, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, si tu as du temps, le temps, il va se remplir par quelque chose. Il y a peu de gens aujourd'hui dans le monde moderne qui sont en mode « Ah, je me fais chier, je sais pas trop quoi faire ». Tout le monde sait quoi faire, en fait. Le truc, c'est que ça va être rempli par quelque chose. Et en fait, si tu retires toutes les sources faciles de te passer ton temps, en fait, tu dis « Ouais, je me fais un peu chier, tu vois ». Et quand j'étais à mon stage, par exemple, j'étais là toute la journée et qu'on ne donnait pas de trucs à faire, je me suis senti quand même un peu con. J'aurais pu, mais c'était un peu con de passer ma journée à regarder Friends dans mon stage. Je me dis, bon, faut que je bosse, faut que je fasse un truc productif. Donc, faire le meilleur truc productif auquel je peux penser, c'est-à-dire écrire un e-book de séduction. C'était pas incroyable, hein, le taux horaire n'était pas non plus génial en faisant ça. Mais il fallait quelque chose pour remplir ce temps. T'es un taux horaire négatif. Toi, si t'avais dû payer les pubs, t'étais en moins 0,30 centimes. Les pubs étaient gratuites. Donc, oui. en fait, mais si t'avais dû payer les pubs, tu serais en taux horaire négatif. Si j'avais dû payer les pubs, j'aurais été en taux horaire négatif. Mais il fallait que ce temps il se remplisse, en fait. Et après ça, en fait, à chaque fois que dans le stage j'avais du temps, je me dis il faut que je fasse un truc un peu productif et le temps il se remplit. Et ça, tu peux le faire dans toute ta vie, c'est-à-dire tu cut, à mon avis, tout ce qui est les soirées, les sorties, l'alcool, drogue, le porno. Pour plein de gens, je pense qu'on s'en rend pas compte si ça te touche pas, mais tu regardes les commentaires de vidéos sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui disent j'y arrive pas. Enfin, vraiment, tu as l'impression qu'il y a un mec qui est addict à l'héroïne. Et ça, je me rendais pas compte que ça pouvait être aussi dur pour les gens. Tout ce qui est réseaux sociaux, qui n'existait pas trop à notre époque. Je pense que c'était un avantage aussi, même en termes de YouTube, tu avais quand même beaucoup moins de contenu à l'époque que maintenant. Toi. Maintenant, tu pourrais passer notamment ta vie à regarder des contenus à moitié utiles. Toi. Et les jeux vidéo. Les jeux vidéo, encore une fois, moi, je pense que dans l'absolu, c'est pas forcément un négatif. C'est juste que les jeux vidéo, c'est un truc, si tu avais des jeux vidéo et tu pourrais y jouer 12 heures par jour, il n'y a rien d'autre à faire. C'est un truc qui peut enfler et remplir toute ta vie. Versus lire. Après, tu peux passer beaucoup de temps à lire, mais probablement ça va pas dévorer toute ta vie. Et ça augmente ton temps d'attention comme de lire. Donc, même si tu passes du temps à lire même de la fiction, au moins tu améliores ton temps d'attention, c'est moins. Mais pour certaines personnes, tu vois, moi par exemple, j'en ai souvent parlé, mais je suis obligé de limiter les articles, sinon je lis trop de Substack sur mon téléphone, tu vois, ou sur mon iPad. Et donc en fait, une fois que tu as retiré ce truc, le temps il va se remplir par quelque chose. Mais sinon, si tu as une liberté et que tu n'as pas mis ces contraintes, ça va être rempli par quelque chose et pas forcément exactement ce que tu veux. Et voilà. Donc ça revient aussi sur l'élément de mettre le couple, de retirer toutes ces distractions-là. En fait, tu as ce temps et tu dis qu'est-ce que je vais faire avec ce temps. Et comment t'expliques que du coup, tu as réussi à faire cette ambition, moi aussi? Parce que moi, en fait, maintenant que j'y pense, c'est beaucoup la peur, en fait. C'est de me dire, en fait, j'avais pas le choix, toi. Je voyais une sorte d'échéance arriver où effectivement, j'allais devoir retourner vivre chez ma mère. Une fois que j'étais en Asie, il fallait littéralement moi le mois que je puisse payer mon loyer. Et donc, j'étais un peu coincé. Et en fait, j'avais pas cette notion à l'époque de c'est une question de développement personnel. Toi, c'était vraiment pur. Bon, il n'y a pas le choix, quoi. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est une bonne idée de se mettre un peu le dos au mur par rapport à ça, quoi? Ouais, mais en fait, après moi, en fait, la première fois que j'ai développé, c'était du coup en prépa. Et en prépa, j'avais cette échéance. En prépa, c'est genre, à telle date, dans environ 2 ans, tu vas rentrer dans une salle avec tous les meilleurs cracks de France qui vont faire des épreuves de maths. Et si t'es pas assez bon, tu vas pas rentrer dans une école et tu vas finir clochard. C'était un peu la mentalité qu'on avait, tu vois. En gros, tu auras one shot. Enfin, en fait, en réalité, tu as 2 shots parce que tu peux redoubler ta deuxième année. Ils appellent ça QB. Tu redoubles à 3 mois. En fait, tu fais les concours 2 fois, mais tu peux les faire que 2 fois. Tu peux pas genre les faire 10 fois. C'est la honte de QB ou pas spécialement? Pardon? C'est très mal vu de QB ou non, c'est pas mal vu. Okay. Au contraire, c'est considéré, c'est un peu respecté parce que généralement, si tu cubes, tu as quand même eu des écoles.
Mais tu veux une meilleure école. Mais tu dis, ok, moi, je me mais contente pas du numéro sont, 4, tu vois. Moi, je veux aller dans le top 3. Moi, c'est un peu le mindset que j'avais. Si je ne vais pas dans le top 3, ça sert à rien. Je cube et je refais une année. Et donc, du coup, j'avais développé dès cette époque-là le mindset de il faut être hardcore avec ça. Probablement, même, tu vois, en étant too much, c'est-à-dire. Et tu étais entouré de gens hardcore aussi. J'étais entouré de gens, mais personne n'était aussi hardcore que moi. Ah ouais, c'est ça qui était bizarre. J'étais le mec le plus hardcore. J'étais le mec le plus bizarre. En prépa, j'étais le mec le plus bizarre. Je pense que je t'en ai jamais parlé, mais en prépa, je portais des cravates, des chemises et des cravates. Est-ce que tu as une photo? Est-ce qu'on peut mettre une photo dans l'incrustation? Je suis sûr que j'ai des photos. Okay. Est-ce que j'ai sur moi? Non, peut-être chez mes grands-parents, mais je pense que je les retrouverai. T'as la déchéance, on est passé de chemise-cravate à ça, quoi. Et pourquoi? Mais ça n'a aucun sens, hein. Personne ne faisait ça. Enfin, en prépa, t'es là pour cramer des maths, tout le monde est en t-shirt, hein. Ça n'a aucun sens. Parce que moi, je devais être dans le mindset hardcore de je suis là et tu vois. Et je pense que je suis surcompensé par le fait d'avoir l'impression de ne pas être assez discipliné, mais je suis recommencé pendant ces 2 années. Et donc, du coup, j'avais déjà cet élément-là. Après, en première année, je regardais Friends parce que je n'avais pas d'objectif, en fait. Tu vois, j'étais en mode, je suis rentré, j'ai réussi, etc. Moi, ça m'a pris 1 an de me rendre compte que c'est pas parce que tu es en école de commerce que tu vas réussir ta vie, en fait. Que probablement, en fait, mon futur, c'était un job relativement bien payé pour la France dans un bureau à la Défense où j'allais me faire chier et pas me plaire, en fait. Et pas me plaire dans l'environnement social, etc. Ça m'a pris 1 an de m'en rendre compte. Et une fois que je m'en suis rendu compte, Là c'est là où j'étais dans le stage et j'ai commencé du coup à bosser, tu vois. Et en fait, comme j'étais dans le stage, je devais bosser. Bah, si tu pars en soirée et tu regardes des séries et tu joues aux jeux vidéo, bah, t'as pas le temps pour bosser sur ton business, quoi. Donc fallait revenir hardcore. Et ma stratégie quand j'étais en stage, c'était je me levais à 6h, je bossais pendant 2 heures et après je partais en métro pour aller pour commencer à ça commençait à 10h, tu vois. Donc, si tu te levais à 6h, tu avais le temps de bosser, tu pouvais encore 2 heures, ce qui est pas mal. Si tu écris pendant 2 heures, tu as le temps d'écrire un article, par exemple. Et après j'y allais dans le mindset que le soir, j'avais pas forcément assez de discipline pour bosser, mais le matin, je pouvais toujours me lever plus tôt. Mais une fois que tu dis je vais me lever à 6 heures, bah, tu sors plus et tu te couches tôt, quoi. Et puis je pense qu'il y a du coup, on a mentionné un peu la peur et les échanges ça. Et je pense aussi le fait d'avoir des premiers résultats et te dire que ces résultats sont intéressants, toi. Parce qu'encore une fois, si à l'époque, tu disais, t'as vendu 25 € d'e-book pour 50 € de crédit, tu te dis c'était de la merde, toi tu n'aurais pas continué. Tu as littéralement, il y a de l'argent qui est sur ton compte, quoi. C'est ça. Et du coup, ça a renforcé ça, quoi. Et il y a aussi un élément, en fait, à l'époque, je créais un peu des articles et tout. Bah, aujourd'hui, tu as eu 10 vues sur ton site, demain, tu en auras 20, après, on en aura 30. En fait, si tu n'as pas un truc de valeur absolue il faut que j'ai 10 000 visiteurs, tu as l'impression de toujours un peu progresser et que tout va dans la bonne direction et tu ne te poses pas trop la question à cette trajectoire, combien de temps ça prendra d'avoir un résultat significatif, en fait. Tu dis que tu as l'impression que tout est bien. Et j'avais même ça sur la chaîne YouTube. Si je lance aujourd'hui une nouvelle chaîne YouTube, quand la première vidéo elle fait 100 vues, la deuxième elle fait 200, la troisième elle fait 300, je suis en mode ouah, cette chaîne elle progresse bien et tout. Alors que fondamentalement, 300 vues, ça n'a aucun sens par rapport à ma chaîne principale. Tu vois. Mais juste de voir le truc relatif, c'est assez cool. La trajectoire, c'est ce qui compte. Ouais. Accepter les cycles. C'est un truc où souvent je me suis un peu tapé dessus quand tu sais, t'as des journées qui étaient moins bien. On a un peu parlé, t'as des journées qui sont moins bien. T'as même des fois des semaines qui sont moins bien. Et en fait, d'accepter que ça va et ça vient, toi. On a tous vécu la journée un peu parfaite. Ouais. Et tu dis, il y a un truc que j'ai bien faire. La recapturer, ouais. Et c'est sûr que je peux la refaire, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis réveillé à telle heure. Et donc, tu essaies de recapturer, ça se passe jamais comme ça. Et donc, moi, mon seul truc, c'est quand j'ai une journée off, c'est juste pas me saboter totalement, toi. Donc, pas partir en mode, notamment... toi, si t'es un peu déprimé, par exemple, annuler des projets que tu avais entamés, toi, en disant, ouais, ça marchera jamais, et tu cancelles le truc. Et aussi, faire gaffe à tout ce qui est un peu émotion trop forte. Donc forcément, un peu ce qu'il est quand tu es un peu triste, déprimé, toi, tu doutes qu'il faut éviter de prendre des décisions. Et aussi éviter beaucoup de communiquer avec les gens de ton équipe parce que c'est à ce moment-là que tu vas être un peu sec, un peu dire des trucs que tu vas regretter ensuite. Mais il y a aussi la question de l'optimisme. Et on a déjà parlé que j'avais surcommandé en 2021 pour 2022 avec Covid et on s'était retrouvé dans une merde pas possible pour écouler le stock. Et aussi, je reviens de Chine et j'ai repensé à aussi un épisode en Chine, ce qui s'est passé où j'ai totalement craqué. On a visité une usine. Et je sais pas pourquoi, tous les produits de cette usine, je me suis dit, on va tout exploser, toi. Ils avaient des chargeurs, ils avaient plein de trucs. Et tous ces produits, c'est sûr, le marché sur Amazon, il est excellent, on y va. Et j'ai placé en une soirée, pour 1,5 million d'euros de PO à l'époque, de commandes. Même soirée où j'ai vu les produits, tu vois. Ouais, okay. 90% d'échecs. Le pire... D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tous les gens qui sont en e-commerce. Ne pas choisir les produits quand ils visitent la Chine ou autre, ou quand ils sont recommandés par les fournisseurs. J'ai un taux de succès qui est très très bas. Alors que quand vraiment je me concentre que sur le marché Amazon, là on a un gros taux de succès. Et donc parce que je me sentais, tu sais, t'as ce genre de journée où tu sens, c'est sûr tout va marcher. Gros PO, grosse erreur.
J'ai passé des années ensuite à payer les pots cassés. Donc ouais, c'est un truc aussi que si je me voyais à 20 ans, je me dirais, fais gaffe par rapport à ça, quoi. Quand je suis trop en mauvaise énergie, ne pas annuler des choses. Quand je suis en trop bonne énergie, ne pas lancer des projets. Sinon, je me mets à lancer des trucs. Waouh, ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Le problème, c'est que 3 mois plus tard, je suis en mode, ah putain, pourquoi j'ai lancé ce truc, ça me fait chier. Tu vois, en fait, c'est pas assez gros, ça n'a pas de sens. Et en fait, le fait de se dire, il va y avoir un cycle et à un moment donné, tu vas pas te sentir aussi bien, de ne pas imaginer que parce que tu te sens ultra bien maintenant et tu es trop optimiste, tu as trop d'énergie, tu vas avoir l'énergie que tu as là, tu vois, tout le temps. Et donc moi, dans les deux cas, en fait, je m'interdis de prendre des trop grosses décisions. Et j'essaie de les prendre quand je suis plus neutre, en fait. Et en fait, finalement, quand je suis plus neutre, je me dis, ouais, ce projet, il a l'air cool, mais finalement, c'est pas si gros que ça, il y a des risques, ça va être un peu chiant potentiellement. Et finalement, tu vois, la friction normale d'être en mode normal m'évite de faire des projets où je pense que c'est des bonnes décisions de les éviter, tu vois. Parce que probablement, ce qu'il faudrait faire, c'est faire moins de projets, mais comprendre mieux et faire des trucs plus gros, en fait. Ça revient sur l'ambition. Est-ce que tu as le phénomène où justement généralement tes pires journées sont suivies par tes meilleures journées ou pas? Moi j'ai beaucoup ça. Vraiment les journées où c'est vraiment la loose totale, généralement le lendemain c'est incroyable. T'as pas ça spécialement? Non, moi je suis sur des cycles de plusieurs semaines. Plusieurs semaines toi, ok. Alors, vraiment il y a des moments où je suis pendant genre 6 semaines. Je travaille toute la journée et à la fin je suis même pas fatigué. Genre je dors moins, littéralement je dors, au lieu de dormir 8 heures par nuit, je dors 6 heures par nuit, je me réveille et je suis ouais, je suis trop bien, etc. Et du coup, ça dure une certaine période. Effectivement, je suis en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait différemment? Qu'est-ce qu'il fait? Et après, au bout d'un moment, je commence à fatiguer. Et souvent, ce que je fais dans ces périodes-là, c'est que je lance pousse à fond et je lance aussi plein de trucs. Et du coup, ça s'accumule, parce que ça devient trop. Je suis fatigué et après, je suis en mode, ah merde, j'ai lancé trop de projets. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? J'ai envie de simplifier, donc je me mets à simplifier à côté des trucs. Et après, je suis simplifié, j'ai plus grand chose. Je suis trop reposé, je suis bien. J'ai un nouveau truc, ça marche et je repars, tu vois. Souvent, je suis comme ça. Qu'est-ce que c'est pas un peu, tu sais, on a parlé dans l'épisode d'avant avec Pierre-Lee sur l'aspect physique, c'est la progressivité. Justement, que tu te blesses quand tu pousses un peu trop et après tu fais plus rien, c'est mauvais. Est-ce que c'est pas justement peut-être ça qu'on n'a pas encore totalement maîtrisé? En fait, il y a deux hypothèses. L'hypothèse numéro 1, en fait, c'est la bonne manière de faire. Et quand tu as max d'énergie, il faut pousser à fond. C'est ça. Et après, quand tu as moins d'énergie, il faut te reposer. Donc, ça serait l'hypothèse des saisons. Tu vois, l'idée, ok, les paysans, c'était la récolte, ils charbonnent, c'est l'hiver, ils foutent rien. Les sprints de lion. Tu fais des sprints, exactement. Tu manges pas comme une vache, tu manges pas un lion, quoi. Tu sprints et après, tu te reposes, tu fais la sieste. Ce qui est très bon comme message, très bien, parce que personne ne veut s'identifier en tant que vache. Tout le monde veut être un lion, toi. Donc, c'est comme les animaux du zodiaque. Personne n'a envie d'être le rat et le cochon, tout le monde a envie d'être le dragon et tout, mais après, tu n'as pas le choix. Donc soit l'hypothèse c'est ça, c'est en fait effectivement il faut pousser quand tu as de l'énergie et après c'est ok d'avoir des périodes plus basses. Ou alors est-ce que la leçon c'est en fait le problème c'est que tu te burn out et après tu es fatigué et après tu burn out. Alors donc il faudrait lisser et quand tu as plus d'énergie volontairement te limiter et pas trop lancer de trucs pour lisser et quand tu as moins d'énergie du coup bah, tu récupères et tu es sur un truc qui est un peu au milieu, tu vois. Et je pense que les deux sont valables d'un point de vue de la manière dont moi je travaille. En fait souvent sur un pic d'énergie, je peux écrire une vidéo genre en une journée, tu vois. C'est ça. Et donc finalement, si je peux écrire une vidéo en une journée, est-ce que c'est grave s'il y aura une autre semaine où j'aurai pas trop d'énergie, où je vais pas écrire grand-chose? C'est pas très grave en fait. Essayer d'écrire 500 mots par jour, c'est peut-être un peu plus dur. Donc par rapport à la manière dont moi je fonctionne, la plupart, tu vois, si vraiment tu regardes ma chaîne, même le 80-20 des vidéos, tu vois, il y a une poignée de vidéos qui ont rapporté l'immense majorité des abonnés en fait. Et c'est souvent des vidéos qui ont été faites assez rapidement, genre la vidéo Odd What the Fake, la vidéo Squeezie vs Thibaut InShape, les vidéos Loot Wall Street, Better Call Saul, etc. C'est toutes des vidéos que j'ai fait en une journée d'inspiration. Et donc finalement, tu te dis, peut-être que c'est ok si c'est un petit peu plus irrégulier tant que l'inspiration elle paye. Et pareil, tu vois, j'ai écrit des pages de vente qui ont rapporté des millions, bah, cette page de vente, fondamentalement, je l'ai écrit en 3-4 jours d'inspiration en fait, tu vois. Et donc finalement, le fait qu'il y ait peut-être eu 3 mois sur la même année où en fait finalement, j'ai pas produit grand chose, c'est pas forcément si grave. Mais ça vient aussi de la nature de mon business et finalement ça peut être cyclique. Même tu vois, le business de vente de formation, c'est cyclique, c'est-à-dire tu fais un lancement pendant une semaine et après tu peux pas pendant 3 semaines tu fais rien en fait. Enfin tu bosses mais tu n'as pas de lancement, etc. Donc ouais, tu peux avoir un gros push, faire un truc, ça va faire quasiment ton année en termes de chiffre d'affaires potentiel, tu vois, même si tu le fais tous les mois. Et donc du coup j'ai eu tendance à aller là-dedans, mais je pense qu'effectivement ça accentue les hauts et ça accentue les bas. De pousser comme ça. Mais moi, le truc que je change, c'est vraiment de ne pas lancer des projets, parce que pour le coup, tu as trop d'énergie, tu dis ouais, je pourrais faire... Ben, évidemment que je pourrais rajouter ça toutes les semaines, évidemment je pourrais faire ci, mais ça prend que 3-4 heures par là, et en fait, tu vois, tu t'es rajouté 10 heures de travail par semaine,
Et en fait, après, tu n'as plus la même énergie. Après, c'est trop, tu vois. Et tu dis, putain, faut que je serre les dents et que je finisse ce truc. Mais tu te sens, t'es pas heureux et t'es pas sain avec cet élément. Donc, pas trop se commit. Et donc, du coup, si j'ai beaucoup d'énergie, maintenant, mon truc, c'est de me dire, je vais me commit sur un projet qui va prendre 4 semaines. Tu vas produire. Faire un sprint. Donc là, récemment, je pense que j'en ai pas parlé sur le podcast, je t'en avais parlé toi directement. Je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir une chaîne YouTube Schoolmaker. Le problème, c'est que c'est typiquement le truc où mon logiciel Schoolmaker, avoir une chaîne YouTube qui est dédiée, qui fait des vidéos qui feront moins de vues, mais qui sont très pointues sur la création de formation. Et le but, c'est qu'une personne qui veut lancer une formation, qui fait des recherches sur comment créer le bon prix, comment trouver la bonne idée, comment structurer la formation, elle tombe dessus, comment avoir des témoignages, il tombe dessus et il peut voir Schoolmaker. C'est typiquement le genre de projet où je me dis, trop bonne idée, évidemment qu'il faut qu'on ait une chaîne YouTube pour Schoolmaker, vas-y, on va le faire, je vais me lancer, c'est pas grave, ça va me prendre une demi-journée par semaine, je me l'ajoute dans mon calendrier. Une 2 jours par semaine, c'est toujours une idée de merde. Ouais. Et ça, c'est le truc où je sais que dans 3 mois, je vais me dire putain, mais tuez-moi, cette chaîne, j'en peux plus, j'en ai marre, etc. Je déteste. Donc, ce que j'ai fait à la place, c'est que je me suis dit, et si là j'ai une bonne énergie, je suis motivé pour le truc, et si je prenais 4 semaines et je bourrinais 6 mois de vidéos et je fais un projet qui est en one shot, 4 semaines, 30 vidéos. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, au bout de 4 semaines, j'étais content, j'avais arrêté. Ensuite, pendant les 2 semaines suivantes, j'ai pas fait grand-chose. J'ai bossé, mais j'ai pas autant produit que 2 vidéos par jour que je faisais pendant la période. Et du coup, maintenant, j'ai 6 mois de vidéos qui sont enregistrées, qui sont montées au fur et à mesure et qui sont publiées sur la chaîne. Tu vois. Et en fait, c'était la bonne manière de faire. Et je me dis, en fait, il faut que je trouve des projets que je peux faire en 4-6 semaines maximum. Je peux les commencer, je peux les finir. Et après, si pendant 3 mois, j'ai plus envie de faire un autre projet, c'est pas grave. Pour le moment, c'est mon fonctionnement et ce qui est mieux. Et tout ce qui doit être maintenu régulièrement, systématiquement, le donner à quelqu'un d'autre qui peut du coup avoir un truc plus stable que moi. Moi, je pense que j'ai un peu la même notion que toi, c'est en fait capitaliser dessus de façon un peu saine sans lancer nos projets. Et aussi, juste, je pense que j'ai perdu beaucoup de points de bonheur à juste me frustrer quand j'avais des mauvaises journées. Aussi, en fait, c'est rien, tu l'acceptes. Et en fait, moi, j'avais l'impression, tu vois, d'être même triste et déprimé, en fait. Alors que toi, bien, tu n'as rien changé entre hier et aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, j'avais l'impression quand j'avais plein d'énergie, je bossais à fond et j'étais trop heureux. Et quand j'avais pas d'énergie, j'avais l'impression d'être déprimé. Je me dis, c'est bizarre, qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout déprimé, c'est juste que je me sentais coupable. Et qu'en fait, si je me dis, ok, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai bossé genre 4 heures et après, je vais aller faire autre chose. Et bien en fait, je suis super heureux. La journée, c'est classique. J'ai moins d'énergie, mais tu vois, j'ai quand même bossé un petit peu. Si je me sens pas coupable et je me flagelle pas moi-même, en fait, je suis heureux et je vais aller regarder un film, un truc comme ça, en fait. Et je me rendais malheureux parce que je me disais, si je m'autorise à être heureux dans les jours où j'ai pas d'énergie, mon corps, il va croire que c'est acceptable et il va continuer. Tu vois. Je pense que c'est un peu ça. T'as raison, c'est intéressant quand tu dis maintenant. J'avais pensé comme ça. Je pense qu'il y a un peu ce côté-là aussi. Où tu essaies de te punir toi-même pour te dire, c'est pas une journée acceptable, quoi. Ouais. Et le problème, c'est que du coup, tu récupères moins bien. Et surtout si tu essayes un peu de bossailler, tu vois. Tu te dis, je peux pas non plus. Donc, je vais faire semblant un peu de bosser, être un peu sur des trucs, mais finalement, tu te rends compte que tu progresses pas. Moi, ça m'arrive parfois, tu vois, quand j'écris. Et en gros, quand j'écris, c'est vraiment combien de mots t'écris par heure. Et si ça fait 1 heure que t'écris et tu regardes et t'as fait 300 mots, c'est moi. J'ai écrit sérieusement pendant 1 heure, j'ai fait 300 mots, ça n'a aucun sens. Là, je suis en train de cramer beaucoup trop d'énergie pour avoir un truc qui aurait dû me prendre 20 minutes à écrire. Et donc, du coup, dans ce cas-là, je me dis, je cut, j'ai vraiment essayé, tu vois, c'est pas une excuse, etc. Mais avant, ce que j'aurais fait, c'est me dire, du coup, je vais faire d'autres tâches, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais trouver des trucs à faire. Et du coup, donner l'impression que la journée, elle a duré quand même la bonne longueur, mais finalement, tu n'as pas récupéré et tu traînes le problème pendant plusieurs jours. Alors qu'en fait, ce qu'il fallait faire, c'était avoir une journée d'inspiration, mais la journée d'inspiration, elle ne va pas venir tant que tu traînes toute la journée à faire des petits trucs. Tu vois. C'est pour ça que moi, souvent, c'est des journées où je lâche totalement à faire, que le lendemain, je reviens comme un... Ouais, donc on est d'accord là-dessus. D'accord là-dessus. Mais je pense qu'il y a la raison pour laquelle on aborde ce point, c'est que je pense depuis l'extérieur, tu vois pas ces cycles chez les gens, toi, c'est pas obvious, tu vois. Alors que je pense que la plupart des gens, c'est cycles, il y a beaucoup de capillarité, donc quoi. Tu le caches en fait. Tu le caches, moi, je le cache, même de mon équipe et tout, tu vois, je le cache. Mon équipe, ils te disaient pas, ah ouais, Stan, il a des trucs. Enfin, ils se rendent compte que parfois j'ai des trucs de période de productivité. T'envoies 4 messages, c'est parti, le mec, il dit, ah, c'est putain, le mec, il vient d'écrire une vidéo, finalement, prend 1 semaine, il a écrit en 1 jour, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et je suis un peu en mode, regardez, j'ai fait en 1 jour et tout, tu vois. Mais je pense qu'ils voient moins des périodes où je me dis, putain, là, 1 semaine, j'ai relu un script, tu vois. Parfois, il y a une semaine où j'ai fait les relectures sur un script, tu vois. Alors que normalement, relecture, je peux les faire en 1 jour. Tu vois. Donc, il y a des jours où je fais 1 semaine de travail en 1 jour, mais aussi des semaines où je fais 1 jour de travail en 1 semaine, tu vois. Et c'est pas faute d'essayer. Mais du coup, tu vois, tu communiques pas trop. Si tu as des gens avec qui tu communiques, tu vois, parfois, il y a une journée où tu te sens trop mal, mais tu as un appel. Tu vas faire, je vais faire l'appel et je vais être totalement normal à l'appel.
et après l'appel, je vais m'écrouler dans mon lit, tu vois. Et en fait, du coup, tu maintiens cette façade, qui est, je pense, normal parce que... Il y a une partie qui est logique, ouais. Tu peux pas faire flipper les gens, etc. Donc, du coup, les gens ne s'aperçoivent pas à quel point il peut y avoir des cycles et des variations. Surtout, je pense, sur les personnes qui ont un truc un peu entrepreneurial, productif, etc. Mais que finalement, en fait, c'est le 20% du temps où tu étais vraiment à fond qui a fait les 80% de tes résultats et tu te retrouves. Parce qu'encore une fois, cette logique n'est pas applicable à tous les boulots. Tu vois. Ouais. Il y a plein de boulots, en fait, si tu es caissier et que tu es inspiré à la caisse et que tu défonces tout, que tu es 50% plus rapide, mais qu'après, pendant 2 journées, tu es. Parce que le caissier ne peut pas capitaliser en fait, sur. C'est sa période d'up, exactement. L'upside est moins élevé. Quoi. Alors qu'un YouTuber peut construire sa chaîne sur une bonne vidéo, tu vois. Ou toi, tu peux construire le début de ton business sur le bon produit que tu as lancé plus vite parce que tu étais trop motivé et tu l'as lancé en 2 semaines au lieu de 6, tu vois. Totalement. Ça fait une grosse diff. Qui fait plus? On est dans les gros conseils aussi là. Mais je pense je me dis toujours, j'aurais dû plus kiffer à l'époque cette période de ma vie en disant, vrai, elle est unique. Toi. Ouais. Mais à chaque fois, c'est ta vie, donc tu es là, c'est ta vie, c'est normal. Et donc essayer un peu de se rappeler que le bon vieux temps, c'est maintenant. Et notamment maintenant, je pense tous les deux, on est dans une phase de notre vie qui est quand même assez incroyable. Ouais. Donc j'essaie toujours de me le rappeler parce que je sais que dans 10 ans, je me dirais, putain, c'est incroyable, quand les enfants avaient 2-3 ans. Moi, il y avait ce truc, tu vois, quand j'avais le podcast Marketing Ménage, j'avais 3 questions que je posais à la fin de chaque épisode. Et une des questions, c'était, si tu pouvais revenir et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc, je détestais d'ailleurs quand les gens me disaient, je ne changerais rien parce que sinon ma vie serait différente et tout. L'essence de la question, c'est pas littéralement de te dire que j'ai une machine à voyager dans le temps. L'essence de la question, c'est de te dire, une personne qui serait similaire à toi, qui aurait 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'à ton avis, il a besoin d'entendre? Et j'ai fait probablement plusieurs dizaines d'épisodes où j'ai posé plusieurs dizaines de fois cette question. Et il y a une réponse qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est la réponse qui m'avait été donnée par Antoine Pétalin, qui m'avait dit, je me dirais que tout va bien se passer en fait. Que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup trop stressé, que mon business allait s'écrouler du jour au lendemain, que ça allait se péter la gueule, etc. Et si j'avais su en fait qu'un jour j'allais me retrouver, j'avais 45 ans et j'avais toujours un business qui faisait quelques millions par an, qu'est-ce que j'allais me stresser quand j'avais 25 ans de est-ce que je peux optimiser le truc aujourd'hui, etc. Est-ce que tu relis parfois tes journaux perso de l'époque? Est-ce que tu tenais un peu des... Parce que c'est fascinant de voir tous les problèmes que tu pensais monstrueux ou les problèmes que tu pensais qui allaient arriver, qui ne sont jamais arrivés. C'est des trucs totalement différents et je suis d'accord, on passe beaucoup de temps à s'inquiéter pour rien. Et si j'avais pu me dire un seul truc, tu vois, si je pu dire, écoute, je peux te communiquer une information parce que je ne peux pas te communiquer qu'il faut acheter du Bitcoin ou quoi. Je vais te communiquer une seule information, c'est t'inquiète pas, on arrive à 30 ans et tout s'est bien passé. C'est la seule chose que j'aurais eu besoin de savoir en fait. J'aurais pu faire la même chose, j'aurais pu faire les mêmes actions, mais sans la crise existentielle de me dire, littéralement, enfin, tu vois, j'étais en mode, quand je disais, j'avais peur que si tu ratais mon concours, je devenais clochard, c'était vraiment de cette manière, on a l'impression qu'on allait rater notre vie, tu vois. Même après sur mon business, j'étais en mode, bon, bah du coup, j'ai quitté cette école de commerce, je serais vraiment le dernier des débiles si je fais un business et que ça marche pas et que je me retrouve avec rien, quoi. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai plus cette peur parce que je me dis, au final, si tout s'écroule, de toute manière, j'ai mis assez d'argent de côté pour que je sois OK, tu vois. Et donc maintenant seulement, je suis un peu en mode, bon, bah finalement, si tu vois, je sais pas, j'essaye de créer Schoolmaker, j'essaye de faire la meilleure plateforme de formation en ligne. Si fondamentalement, j'arrive pas à faire mon truc et que ça marche pas et qu'il y a trop de concurrence et que le truc se pète la gueule ou que, je sais pas, les gens arrêtent d'acheter des formations, donc du coup, il n'y a plus de formateurs, etc., j'en sais rien, ou que tout est remplacé par de l'IA, etc., c'est pas grave, en fait, tu vois. J'aurais vraiment fait le truc à fond et tu peux pas contre tous ces éléments. Mais j'ai plus cette peur existentielle, ce que je veux dire, tu vois. C'est que ce serait extrêmement cool si ça marchait. Et je pense que ça va marcher, mais que si ça marchait pas, j'aurais pas l'impression d'avoir raté ma vie. Et à cette époque-là, est-ce que tu penses pas que tu as gardé cette peur existentielle beaucoup trop longtemps par rapport à ce qui était logique et raisonnable, quoi? Oui. Ouais. Bah, en fait, aujourd'hui, il y a un YouTuber qui vient me voir et qui fait « Ok, voilà, j'ai 100 000 abonnés sur YouTube, je fais 30 000 € par mois de vente de formation, mais je flippe tous les jours que ça disparaisse. » La probabilité que ton truc disparaisse du jour au lendemain est très très faible. Hein. YouTube ne bannit pas les chaînes des gens pour fois, zéro si raison. Ça disparaît, il y a plein de raisons pour laquelle tu arrives à 100 000 abonnés. Toi, ça se recrée une chaîne YouTube, ça se recrée. Ça peut pas disparaître, tu vois. Même le pire cas, toi, tu as toujours les skills. Mais voilà, mais fondamentalement, tu t'inquiètes d'un truc qui a littéralement 0,1% de chance. Une chance sur 1000, à mon avis, que ça se produise. Vraiment, le truc que ta chaîne YouTube disparaît. C'est quand même l'avantage de YouTube par rapport à Amazon, parce que Amazon, je dirais pas c'est une chance sur 1000 que ça disparaisse. Mais même si tu dis, ok, c'est 5% de chance, maximum, c'est 5, tu vois, que ton compte Amazon, etc., peut-être 5% de chance, mais c'est pas 50-50, tu vois. Que ton business établi qui fonctionne disparaisse. Moi, j'avais l'impression, donc en fait, du coup, quand je gagnais 30 000 € par mois,
j'avais pas l'impression de gagner 30 000 euros par mois, j'avais l'impression de il faut que je tienne le truc, etc., que ça continue, etc. Tu vois, j'avais pas encore cette idée du truc où me dire je peux me détendre. Et en fait, aucun revenu m'a permis de me détendre. C'est uniquement avoir assez d'économie en fait. Avoir assez mis dans la bourse en me disant, même si moi tout ce que je fais pète, bon bah la probabilité que Apple et Microsoft... Mais si Becker te saisit ton compte, Becker qui est ton broker, et si est-ce que tu penses pas, tu peux toujours te rajouter des trucs, toi tu as réussi à quand même être raisonnable et dire bon il y a un moment les scénarios catastrophes, après, ça c'est il y a toujours un limite. scénario catastrophe. Il y a un scénario catastrophe de demain j'ai un accident de voiture et je suis paraplégique. Il y a un scénario catastrophe de je me chope un cancer et tu vois ce que je veux dire, tu peux toujours mourir. Et je dirais que moi vraiment... Toi c'est intéressant que tu aies vraiment cette limite là en fait, c'est vraiment celle-là précisément des économies. La peur que j'avais, c'était pas qu'il m'arrive un mauvais truc, c'était de rater ma vie. À un point où je me disais, si je prends l'avion et que l'avion explose et que je meurs, c'est pas trop grave parce que moi c'est pas ma faute. Tu vois, j'avais peur de rater ma vie, j'avais peur que mes décisions fassent que j'ai raté ma vie. Et donc du coup je me dis, si j'ai un accident de voiture et que j'ai pas fait de conneries, ou si j'ai un cancer et tout, c'est pas de ma faute, et du coup je le ressentirai pas de la même manière existentiellement, tu vois. Je me dis, il m'arrivait un mauvais truc, mais c'est pas moi qui me suis causé. J'avais beaucoup de peur, tu vois, de faire une erreur. J'avais beaucoup de peur de faire une vidéo, de dire une merde, et après, du coup, je deviens le nouveau Emmanuel Friedenreich, et tous les youtubeurs comiques font des vidéos sur moi en disant, ah voilà le nouveau connard du marché sur lequel il faut taper. J'avais peur de me dire, voilà, j'envoie un email à ma liste et j'ai dit de merde, et du coup tout le monde perd le respect en moi, et j'ai plus mes formations. Tu vois, j'avais peur de foirer le truc. Plus que qu'il m'arrive un truc. Aujourd'hui, je me dis, bon, il pourrait m'arriver des trucs. Il y a plein de trucs qui peuvent m'arriver et je pourrais rien faire. Quel que soit l'argent que tu as, si tu as un cancer, tu as un cancer. Mais je le prendrais avec une philosophie différente, en fait. Je me dirais pas, j'ai merdé de la même manière. Et je pense aussi le fait d'avoir des enfants, ça joue beaucoup là-dessus. C'est comme, tant que ça va, tant que tu as des enfants, le reste, si c'est pas business, c'est pas, sur les enfants, tu dis... qu'est-ce qui se passe si ton enfant... Tu vois, le jour, je disais une histoire sur un enfant... Tu vois, tu l'oublies en voiture. Moi, mec, c'est ma phobie bizarre, c'est l'oubli dans la voiture. Parce qu'en fait, j'ai lu des articles autour de ça, et c'est le truc le plus terrifiant au monde. Ou que tu fais une marche arrière sur ton enfant, toi. Dans des histoires comme ça, tu te dis c'est inconcevable, quoi. Ouais. Voilà, mais tu peux toujours t'inventer des trucs. Tu peux toujours t'inventer des trucs. Il y a toujours une vulnérabilité. Et en un sens, si tu as des enfants, il y a plus de vulnérabilité. Tu vois. Oui. Parce que tu dis, à la limite, si je meurs, c'est pas trop grave. Tu vois, je suis mort. Si un enfant meurt, en fait, c'est impossible. Donc, c'est vraiment cet élément-là où j'ai plus cet élément existentiel de est-ce que je vais rater ma vie, tu vois. En un sens, je considère que même si à partir de maintenant, j'accomplis plus rien, j'ai essentiellement déjà réussi ma vie. Tu vois. Et moi, j'avais vraiment cette peur énorme. Et ce qui m'a permis de profiter beaucoup plus. Parce qu'avant, je me disais, si je profite trop maintenant, peut-être que ça va m'amener sur la mauvaise pente. Et à cause de ça, je vais rater ma vie. Peut-être que je vais arrêter de bosser aussi dur. Peut-être que je vais pas avoir la prochaine opportunité. Peut-être que mon business va s'écrouler. Peut-être que mon contenu va devenir nul et les gens vont arrêter de le regarder et je ne vendrai plus de trucs. Et au final, je me retrouverai has-been avec... Et je pense que ça c'est vrai si tu deviens Elon Musk, par exemple. Si tu as des ambitions démesurées, c'est probablement en partie vrai. Mais pour nous, ce qu'on veut faire, je pense que tu peux y aller de façon tranquille sans trop stresser, quoi. Finalement, j'ai noté le conseil le plus basique, mais c'est la moyenne des 5 personnes. Et comment est-ce que tu trouves les 5 personnes avec qui tu vas devenir en moyenne? Je pense que c'est là où l'expatriation, ça aide beaucoup. Pour moi, ce que j'ai fait au départ, c'est que quand j'étais sur Séduction Academy, donc pour lier tous les éléments, j'écrivais des articles invités pour un mec qui était un blogueur qui devait avoir, tu vois, la trentaine, était un blogueur un peu établi sur le domaine, qui était un peu plus avancé que moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire un appel toutes les semaines avec lui, en fait. Okay. Et donc, pourquoi est-ce que le mec faisait un appel avec moi? Parce que j'étais un peu le petit jeune qui était passionné par le copywriting et qui avait un peu toujours le dernier truc marketing à la mode à lui raconter. Donc lui, ça l'aidait. Moi, ça m'intéressait d'avoir une personne qui vivait déjà de son blog et il pouvait me donner des contacts et il me racontait son truc et je découvrais comment ça fonctionnait. Et ça m'avait beaucoup aidé d'avoir cet appel, tu vois, toutes les semaines je pense pendant au moins 2 ans, on a fait ça. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le gars me parlait? C'est encore une fois l'idée de créer un avantage, de créer une petite compétence pour laquelle tu peux avoir. Et je pense qu'un élément que j'ai pas fait, mais qui est une très bonne idée, c'est d'aller bosser pour quelqu'un, de trouver un entrepreneur et de bosser pour lui. Parce que tu rentres dans un réseau, tu apprends, tu es entouré de personnes qui sont dans le milieu, tu développes des compétences et finalement, en 2 ans comme ça, tu peux développer toutes les compétences que tu n'aurais jamais développées en regardant juste des contenus sur Internet. Et après, si tu as envie de monter ton business, tu peux. Voilà, donc ça, c'était le dernier conseil. Toi, tu as noté podcast et contenu. Bah, c'est lié avec la moyenne de 5 personnes. C'est aussi un moyen un peu virtuel. Souvent, les podcasts, en fait, le mode de pensée devient standard pour toi. Et donc, ça aide beaucoup, je pense aussi. Et notamment, tu avais Tropical MBA. Moi, la raison pour acheter le Philippines à l'époque, c'était Empire Flippers. Donc, ça a altéré la trajectoire de ma vie totalement. Et on a quelques très belles reviews sur le podcast
aussi de gens qui ont dit que voilà, ils ont écouté, puis ça les a amenés à être nomades digitaux, donc c'est assez impressionnant que ça puisse avoir autant d'effet. Mais je pense que notamment quand physiquement tu es un peu contraint par ton milieu actuel, tu ne peux pas totalement t'expatrier virtuellement, je pense que c'est intéressant. Ouais. Tu voulais finalement parler d'un séisme sur le YouTube français. Ah oui, parce qu'il y a eu quand même 2 gros événements sur le YouTube français la semaine dernière. Il y a Inoxtag qui avait genre, je sais pas, 30 millions de vues, un truc comme ça. Sur T'as regardé pas sur l'Everest. Ouais. Que j'ai pas regardé, c'est bien. Ouais, c'est bien. Vraiment, je trouve ça vraiment très bien. Une vidéo de 2h30 sur l'Everest. C'est ça. Ouais. Et autre événement aussi de note, on en a moins parlé, mais je pense parce qu'il y a beaucoup de jaloux, tu vois. On a moins parlé, c'est que le podcast Le Trilliard a atteint les 2000 abonnés sur YouTube. Donc voilà. Et les gens veulent pas que ça se sache, mais voilà. Est-ce que c'est la plus grosse croissance ever sur YouTube français? Attends, on doit pas être très loin. Il a fait 28 millions de vues. Je pense que les gens l'ont regardé parce qu'il c'est une vidéo de 2 minutes qu'il a regardé en plusieurs fois, donc une personne compte pour 3. Ça compte pour ça? C'est un vrai truc, ça? Ouais. Ok, je sais pas. Je me disais toujours que ça paraissait beaucoup, mais... Bah, c'est pas possible qu'il y ait 28 millions de personnes, ça fait 50% de la population. Ouais, 35%. Mais après, quand c'est un vrai phénomène, je sais pas. Mais c'est vrai que ça me paraît énorme. Non, après il y a probablement facilement 10 millions de vues de personnes qui l'ont vu. Et ils l'ont regardé en 2-3 fois, tu vois. Ouais, mais après, ça reste une énorme réussite. Et c'est quand qu'on reçoit... Est-ce qu'on reçoit un truc pour les 1000 abonnés? On n'a jamais reçu, non? On peut pas de truc pour les 1000 abonnés. Non. Tu fais ça, une petite plaque, une plaquette. Tu peux la faire si tu veux, toi, en carton. Tu pourrais faire un petit pins, toi. Ça serait bien que tu m'envoies un petit pins. Ça coûte pas cher, tu l'envoies dans une enveloppe, ça leur coûte 30 centimes, ça te donne un peu de motivation, quoi. Mais non, on n'a rien. Faut attendre combien? C'est 100 000 100 000. C'est beaucoup, 100 000. Tu as le silver. Bon, bah on se retrouve, les gars, en 2048. Du coup, à 2048. Salut. 2048, bye.